Hello, aujourd'hui j'accueille Gabriel et on parle des multiples vies qu'on explore en écrivant. On parle de Tolkien, on parle d'être traduit et lu à l'étranger. Et on parle aussi de cette mystérieuse femme qu'est la ville de Barcelone. Je vous laisse avec cet épisode qui n'a qu'un seul défaut, d'être trop court. Bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Ça c'est passionnant ça. Quand tu dis écrivain public, qu'est-ce que c'est exactement ? Écrivain public, c'est, t'as surtout un public qui vient vers toi qui est pas très à l'aise dans les démarches administratives. Donc on va dire que 80% de ton public, c'est ça. 80% de ton public, c'est des personnes qui ont besoin de répondre aux impôts, qui ont besoin de préparer un CV, qui ont besoin d'un document et que ChatGPT n'existait pas encore. Ouais. Et donc ils viennent te voir pour voilà, j'avais des gens qui voulaient faire des relances de courrier, des relances d'impayés, etc. Donc faut être à l'aise avec pas mal de choses. Alors moi j'étais déjà avec mon mari et en plus il est avocat, donc c'était plutôt cool. Il pouvait m'aider là-dedans. Et après t'as aussi quelques personnes. J'avais rencontré un monsieur très singulier, assez. Enfin, moi j'avais 25 ans, hein, j'étais le petit jeune, qui était très riche et qui voulait écrire l'histoire de sa rencontre avec sa femme, une histoire d'amour un peu folle. Et donc je lui avais proposé un premier jet et un premier chapitre. Il m'a dit non, j'aime pas du tout. Voilà. J'ai retrouvé le texte il y a pas longtemps et je l'ai trouvé très beau. Mais bon, il a pas aimé. Hein. C'est pas grave. Et j'avais rencontré un autre homme qui voulait écrire un petit livre. Il travaillait à l'école de la Boule, qui est l'école des métiers d'art de Paris. Ça a 12 ans, ça. Je crois que c'est l'école de la Boule. J'ai un doute. Je fou, mais des métiers d'art. Et oui, c'est ça, l'école Boule, pardon, pas la Boule, école Boule. C'est une école supérieure des arts appliqués. Et il voulait écrire un petit guide, un peu comme un carnet d'orientation, en disant, si tu veux, voici tous les métiers qui existent et voici toutes les voies pour y parvenir. Donc ça avait fait pas mal de recherches. Et la dernière personne que j'ai accompagnée sur cette période-là en écriture, c'était une femme, une chanteuse d'opéra lyrique, qui essayait de transposer son art en écriture. Et en fait, je pense qu'elle payait plus les moments pour être avec moi que vraiment le retour sur écriture parce qu'elle avait un besoin, enfin, elle était très seule, cette femme. Elle était très gentille au demeurant. Elle n'était pas du tout preneuse de mes retours. À chaque fois, je disais, si le but est d'éditer ton texte, si le but est de le publier, malheureusement, en l'état, ça reste, je suis pas éditeur, mais ça reste très compliqué. Elle essayait vraiment de chanter les textes. Elle jouait beaucoup sur les onomatopées, sur les allitérations, etc. Et l'histoire ne voulait rien dire, mais ça devait être très beau en chanson. Et voilà. Et puis après 25 rendez-vous, j'ai décidé d'arrêter avec elle parce que je me suis dit que ça servait qu'on irait nulle part, quoi. Ouais. Il faut savoir arrêter aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, t'as été vraiment baigné dans l'écriture depuis le début, en fait. Alors j'ai toujours aimé ça. Moi, c'est marrant parce que tu en parles dans la plupart de tes interviews. À chaque fois, ça m'interroge moi-même sur depuis quand est-ce que j'écris. Ouais. Moi, j'écrivais des chansons. Question. Mais oui, parce qu'il y avait un moment où tu vois, mon premier roman officiel, publié, etc., c'était en 2019. Mais en 2012, donc j'avais 23 ans, j'auto-éditais mon premier texte, qui s'appelait De Nevers à votre cœur, qui est un roman épistolaire qui se passe en 1881 lors de la libération de la presse. Vraiment un truc, tu te dis, mais j'avais 18 ans quand je l'ai écrit. Et quand je le lis aujourd'hui, avec le recul et avec beaucoup d'ego, je le trouve encore assez bon. Et je me dis, Trop bien. Gabriel de 18 ans qui publie un texte sur la loi de l'affichage en 1881 avec une histoire d'amour au milieu et qui se passe dans la Nièvre à Nevers où j'ai jamais mis un pied. Enfin, c'est assez curieux de le voir et il y a des phrases que j'avais écrites dedans que je réutilise assez souvent. J'ai remarqué qu'il y a des phrases que je mets dans tous mes romans. Donc tu me diras. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il y a des phrases que je mets souvent dans mes textes. Je dis ouais, et il faut que j'arrête de les utiliser du coup, mais je sais pas, ça fait partie de mon langage. Hein, Et donc mon premier texte, je l'ai auto-édité en 2012 via Amazon KDP, qui a connu un succès très modeste.
Amazon, quoi, sans publicité, sans rien de tout ça. Après, j'ai publié un texte qui s'appelait Le quotidien de certains, qui était l'histoire d'une femme battue en 2014. Pareil, auto-édition. Et puis, j'ai travaillé un texte qui s'appelait Cela n'aurait pas changé le monde, de la chanson On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue, ça va pas changer le monde, etc. Et c'est l'histoire d'un homme qui arrive à la retraite et qui commence à s'ennuyer, il est veuf, sa fille est grande, elle est partie, et du coup, il cherche un peu à combler son temps, et il rencontre via une application de rencontre Aurore, qui elle est libraire, pareil, elle est proche de la retraite, elle y est pas encore, mais elle est divorcée, ses enfants sont grands, et c'est un début d'histoire d'amour assez fou. Ça se passe à Marseille, c'est ma ville de naissance, donc j'aime beaucoup décrire les endroits, ce qui m'a amené à écrire dans la collection Voyage plus tard. Et sauf qu'ils se rendent compte, c'est idyllique, ça dure 2-3 semaines et elle se fait faucher par une voiture. Et l'hôpital l'appelle lui en disant bah, monsieur, il faut prévenir toute sa famille parce qu'elle va certainement mourir. Et sauf que lui, il les connaît pas. Lui, il a juste vécu cette petite parenthèse idyllique. Il les connaît pas et donc il doit les appeler, il doit les contacter pour pour les informer et les rencontrer aussi à son chevet. Sauf que quand il les rencontre à l'hôpital, bah, eux, ils ont pas du tout envie qu'il soit là. Il y a un inconnu il y a un inconnu dans la chambre d'hôpital, c'est pas très apprécié. Et à la fois, lui, il n'a pas envie de la lâcher si jamais elle se réveille. Et cette histoire, c'est le contre-pied du décès de ma mère. Parce que ma mère, elle s'est fait renverser par une voiture. Et c'est son copain qu'elle venait de rencontrer qui nous a prévenus. Et, euh, et ça faisait à peine 2 semaines qu'ils étaient ensemble. Donc vraiment, on y a porté peu d'intérêt. Et quand elle est décédée, des suites de cet accident, et quand elle est décédée, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas été très sympa avec cet homme qui clairement avait quelque chose avec elle. Il n'était pas là par plaisir, personne n'était par plaisir dans une chambre d'hôpital. Et c'est pas qu'on n'a pas été gentil non plus, mais juste on était en famille et lui on le connaissait pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais réécrire l'histoire pour avoir son point de vue à lui, parce que son point de vue à lui est certainement fascinant. Et le plus difficile dans tout ça, et tu le sais certainement parce que tu écris aussi, c'est quand tu réécris cette histoire, tu as le pouvoir de vie ou de mort du coup sur ton personnage. Ouais. Et du coup, à la fin, c'était vraiment genre, elle se réveille ou elle se réveille pas. Qu'est-ce que j'en fais voilà, qu'est-ce que je fais de cette histoire? Et C'est, donc, ce roman, c'est, vas-y, je t'en prie. c'est hyper intéressant parce que quand tu commençais à raconter le déroulé de cette histoire, je me disais, tain, c'est fou, j'ai l'impression qu'il arrive à écrire sur des sujets qui sont pas tout à fait personnels, tu vois. Et hop, tu vois, t'as fait le lien avec, ok, du coup, Ouais, non. l'accident de ta maman. Et je me dis, Ouais. ah ouais, ok, putain, incroyable. Et J'écris toujours sur des sujets personnels. ouais, ouais, Vraiment, je comprends. j'écris, et là, c'est marrant, du coup, ça va faire 10 ans qu'elle est partie maintenant, mais 10 ans après, il y a des choses qui ont un impact sur une vie, forcément. Et 10 ans après, là, dans mon roman actuel, j'ai un personnage qui est devenu un peu psychorigide et qui vit sa vie comme si elle était prête à partir demain, comme si elle était prête à mourir. Hmm. Et parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que ma mère, elle a laissé son appartement, que mon frère et moi, on a dû ranger, etc. Mais elle a dû laisser son appartement en revenant de vacances. Donc, dans l'appartement, il y avait sa valise ouverte quelque part, il y avait du linge devant la machine à laver, prêt à tourner, quoi. Elle a laissé sa vie en En cours. pause. Voilà. Et du coup, je trouve cette image assez marquante de se dire, enfin, la valise ouverte, pour le coup, est très cinématographique et très littéraire. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je rajoute encore dans le texte que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Hmm. Alors, je pense qu'il y a des choses Le, qui te marquent. le texte, celui que t'es en cours d'écriture, c'est ça? Exactement, qui Ouais, sortira en 2027. ouais, ok. Voilà, et Ça, donc ce c'est... roman-là, qui était, pardon, Non, non, t'inquiète, j'allais dire, c'est hyper touchant. Et effectivement, ce pouvoir de vie et de mort, là, il est très particulier parce que il peut être aussi très paralysant. Quand tu te rends oui, compte, bah, c'est très inconscient aussi, notamment dans les mécaniques de deuil comme ça, qui sont liées à l'écriture, de se rendre compte qu'on a le pouvoir quelque part d'écrire une histoire différente et qu'en fait, c'est exactement celle qu'on aurait envie de raconter. Et puis là, t'as la dissonance avec le présent et ça devient quelque chose de très particulier à vivre et à quelque part à surmonter. Donc je crois que bravo c'est souvent d'avoir. le moment où j'ai une grosse pause dans l'écriture, le moment où vient ce moment où je dois prendre la décision. Et Ouais. il me faut 2 semaines, 2 mois avant de la prendre. J'ai eu ça dans un autre roman aussi qui était Je nous ai attendu si longtemps, qui était mon troisième texte, et qui raconte l'histoire d'une femme qui retrouve par hasard son amour de jeunesse. Alors qu'elle est mariée, qu'elle a ses enfants, qu'elle a sa vie, et que tout va bien dans sa vie, elle n'avait pas une vie classique, quoi. Et ça chamboule tout, et elle décide d'aller le retrouver.
Et pareil, vu que mon mari sait que je m'inspire souvent du réel pour écrire, Mm. vient un moment où tu dois prendre ta décision. Est-ce qu'elle retourne avec lui ou est-ce qu'elle décide que la vie bien rangée, c'est finalement pas si mal. Et puis c'est pas du tout mon histoire. Oui, c'est inspiré de faits réels. J'ai jamais revu mon amour de jeunesse. Je suis très heureux aujourd'hui, etc. Mais vient quand même un moment où ouais, tu dois prendre cette décision. Et en plus, j'étais très mal à l'aise vis-à-vis des autres, vis-à-vis Mm. de ce que mon mari pourrait lire, qui est mon premier lecteur à chaque fois. Mais il y a voilà, vraiment ce pouvoir de réécrire l'histoire et de pouvoir changer de point de vue. Alors pour les lecteurs, ça sera juste une histoire. Toi, tu sais que c'est toi qui l'as écrite et qu'elle parle forcément de quelque chose. Euh, Ce que tu me dis, ça me fait écho à- alors du coup, en fait, j'ai plusieurs questions. Je te fais mon fil de pensée et Vas-y. tu vas me dire. Moi, il y a un livre par lequel j'avais été beaucoup touché et en fait, c'est le titre de celui que tu as partagé, désolé, qui m'est déjà passé, mais qui m'a fait penser au livre de Philippe Besson. Je trouve qu'il a des titres aussi très, je sais pas, qui sonnent très poétiques quelque part. Ouais. Et un qui m'avait énormément touché, c'était Arrête avec tes mensonges, où il raconte justement c'est son histoire d'amour de jeunesse Ouais. et qui retrouve son fils à la fin. Enfin bref, voilà. Et je me suis toujours demandé, alors du coup c'est marrant parce que tu amènes ce sujet-là, comment tu gères, tu vois, ce partage du passé avec le présent que tu vis toi, tu vois. Comment t'arrives à le ouais, à quelque part à faire fi du regard qu'on pourra porter sur ce passé-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Euh, je crois que je comprends ta question. Moi, je transpose totalement mon histoire et en vrai, j'ai l'impression quand je l'écris que je m'en sépare. Donc ça m'aide aussi ah, dans un c'est intéressant. processus de deuil. Mais quand je l'écris, je m'en sépare. Et aujourd'hui, quand je parle de l'accident de voiture, tu vois, j'ai pas une larme qui me monte, c'est devenu un roman. Euh, et toute cette histoire d'hôpital qui a été très compliquée parce que voilà, un coma et puis une décision de savoir si on doit la débrancher ou pas parce qu'elle peut plus s'alimenter, elle peut plus respirer toute seule. Enfin voilà, toutes ces décisions là qui ont été très lourdes pour le jeune homme de 25 ans que j'étais à cet âge-là. Je les ai transposées, c'est plus les miennes, c'est plus mes décisions, c'est plus mes personnages. Enfin, si, ça devient celle de mes personnages justement. Et moi, je me sépare. Et pareil pour cette histoire de je nous ai attendu si longtemps, cette histoire d'amour de est-ce que je dois le retrouver ou est-ce que je dois m'y mettre. J'ai l'impression d'avoir exploré toutes les possibilités de ce qui aurait pu se passer si j'avais pris ces décisions-là. Et du coup, ça me conforte dans le choix que, même si j'ai pas eu de décision à prendre, parce que encore une fois tout va bien, même si j'ai pas eu ces décisions, je vois que j'ai exploré tout ce qui était possible et qu'en fait, il y a aucune des vies parallèles que j'aurais pu mener qui me convient mieux que celle que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que vraiment j'écris pour, ça va être très beau en tagline ça, mais je pense que j'écris pour explorer les vies parallèles que qu'aurais pu avoir et découvrir ce que j'aurais pu vivre. Ouais, j'adore. Ça, je partage tout à fait. C'est très très bien résumé. Et c'est assez, tu vois, cette question, j'aime bien la poser parce que je, je me rends compte que chacun, tu vois, trouve sa manière de quelque part devenir OK avec ce qu'il a pu vivre Ouais. et réussir à le transmettre. Je trouve que c'est vraiment peut-être la plus grande preuve de, tu vois, quelque part, je suis OK avec ce que je suis devenu, tu vois. Et je trouve ça très beau, ouais. Explorer les vies parallèles qu'on aurait pu avoir. Ça donne envie, tu vois, d'aller plonger un peu plus dans le, je dirais l'écriture contemporaine, Mm. enfin plus réelle, que t'as moins ça dans la fantasy ou dans la science-fiction, Ah, c'est marrant que différemment, tu je dises dirais. ça. C'est marrant que tu dises ça parce que tu en parlais, je me suis dit, mais je crois que toi, t'écris majoritairement de la fantasy. Je Ouais, t'avoue ne pas t'avoir lu principalement, encore, exactement. chose qui sera certainement réparée et corrigée bientôt. Mais et je me suis posé, moi je suis un grand fan de fantasy. J'en lis beaucoup. Notamment Le Seigneur des Anneaux et tout le lore du Seigneur des Anneaux, Silmarillion, etc. Moi vraiment, je suis un grand fan de Tolkien. Euh, alors tout le monde a cherché à faire des allégories avec l'œuvre du Seigneur des Anneaux en se disant mais c'est parce qu'il revient de il revient de la Somme. Il était combattant pendant la Première Guerre Ouais. mondiale sur la bataille de la Somme. Et tout le monde a cherché à dire, bah, en fait, les aigles, c'est les avions américains, les bombardiers, c'est en réalité l'œil de Sauron, etc.
Et Tolkien a écrit une lettre là-dessus en disant, pour tous ceux qui pensent que c'est une allégorie, etc., arrêtez. Les aigles, c'est des Hmm. aigles. Sauron, c'est Sauron. Stop. Il n'y a pas d'histoire, rien. C'est une histoire, c'est tout. Et c'est presque décevant de se rendre compte qu'il n'y a pas toute cette profondeur-là derrière, même si son œuvre est complexe et profonde, bien entendu, mais de se rendre compte que oui, bah, son allégorie, elle s'arrête là, et en fait, il n'y en a pas, et c'est pas une transposition de son vécu, c'est une histoire. Et donc, dans la fantasy, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des choses qui sont inspirées ou pas? Et effectivement, peut-être moins que dans le roman contemporain. Ouais. Alors tu vois, c'est marrant parce que je dis ça et en même temps, je suis assez convaincu que t'explores peut-être un petit peu moins, tu vois, en conscience, je dirais, des réalités beaucoup plus alternatives que t'as probablement pas vécues. Mais par contre, de manière très inconsciente, tu viens déposer des choses peut-être parfois très très personnelles Ouais, et qui, quand tu le remarques, te frappent d'autant plus fort parce que généralement, tu choisis aussi la fantaisie pour t'évader, tu vois. bien C'est sûr. quelque chose même que tu lis ou que t'écris pour ça, tu vois. Et donc, quelque part, ça me, tu sais, je trouve ça toujours assez intéressant de voir comment, à la fois comment les gens écrivent de la fantaisie et comment ils la consomment. Euh, et de voir qu'il y a des niveaux de conscience qui sont pas forcément les mêmes, qui sont ok, tu vois, pour chacun. Mhm. Et, et, et moi, ça me touche beaucoup, tu vois. Pour le coup, j'ai choisi la fantasy parce que c'est ce que je préfère lire, c'est ce qui m'évade. Mais je me rends compte que, en fait, tous mes personnages de fantasy, ça a beau être des animaux anthropomorphes ou des gros Bien guerriers, sûr, en fait, ils portent des problématiques que moi je bien vis sûr. au quotidien, tu vois. Et c'est Oui, ça ils ont les qui est, blessures d'humains, ils ont tes blessures, ils ouais, ont tes rêves, bien sûr. Enfin, ça exactement. me surprend pas, en tout cas. Je suis, Ben c'est ça, et c'est ça. Et je qu'est-ce trouve, tu qui vois, est, pardon, vas-y. non, mais tu vois, je trouve justement que c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est pas surprenant, mais quand parfois t'as ce choc quand tu le vis, tu vois, quand tu l'écris, de dire ah mais merde, putain, mais moi qui pensais échapper à toutes ces questions introspectives, en fait pas du tout, tu vois. Et c'est presque plus surprenant, tu vois. Tu t'y attends pas et ça peut bousculer peut-être un peu plus parfois. C'est quoi ton œuvre phare, ton œuvre majeure de la fantasy, pas que tu aies écrite, mais que tu aies lue et Euh, qui t'ait donné envie de... Ah, putain, tu sais que c'est une magnifique question et en fait je crois que j'ai deux réponses. Bah, ça me va. Je pourrais dire Tolkien, mais en fait pas tellement, tu vois, parce que Ah, ok. moi je suis une génération, en tout cas j'ai découvert surtout avec les films Oui, et bien ça a sûr. été le lire, ça a été assez particulier parce que j'ai eu deux phases. La première c'est j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait Ouais. j'aime pas trop les descriptions. Tu vois, moi j'aime bien les Ouais, dialogues surtout et donc il décrit beaucoup. Et donc ouais, beaucoup. quand t'as bouffé 100 pages de Herbe verte de la Comté, tu vois c'est voilà. Et en même temps après j'ai lu un bouquin sur la vie de Tolkien. Et le rapport notamment qu'il avait à la nature ou aux langues, etc. Et ça m'a donné un niveau de lecture différent et ça m'a fait Ouais. apprécier ces descriptions de manière différente. Donc tu vois, je l'ai pris dans un second temps, beaucoup plus dans un aspect, ok, je commence à comprendre à quel point l'intériorité de l'auteur a une importance sur le texte, Mm. ça donne une sensibilité différente. Et tu vois, c'est Ok. ce que je retrouve quand je discute avec toi, avec Juliette, avec n'importe qui. Ça me permet de toucher une sensibilité différente qui me fait apprécier vos textes différemment, tu vois. Donc ça, c'est la parenthèse Tolkien. Et ensuite, moi, il y a deux œuvres qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est La Belgariade de David et Leith Edding, qui est pas très connue, mais tu vois, c'est le bouquin de fantasy que j'ai lu quand j'étais petit, quoi. La belle Et Gariade. ouais, Belgariade, La B-E-L, belle Gariade. Ok. Ouais, d'accord. ouais. C'est bon, je l'ai. Ok. Et bah, c'est le bouquin de fantasy que j'ai lu quand j'étais petit, quoi. Et, D'accord. Ah oui, forcément, il y a un et impact. voilà, il y a un truc, c'est la première fois que tu découvres ça, quoi. Et rien que Ah, d'en parler, j'ai des frissons, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, c'est vraiment pourquoi, couverture de l'époque, c'est vraiment couverture ouais, des années 80, 90. ouais, Ok. carrément. Ça, Et je connais pas. puis, C'est une saga, hein. c'est une saga. Il a donc la Belgariade, la Malorée, et puis après, tu sais, il a exploré, bref, différents arcs. Mais Ok. c'est un fan de Tolkien, je pense, mais quasiment certain. Ok. Euh, il a aussi une approche. Il a écrit un bouquin sur la manière dont il a construit son univers, qui est bourré D'accord. de conseils fantastiques, du genre 80% de ce que vous allez écrire est nul, mais c'est pour ça qu'il y a les 20% géniaux qui existent après. Euh, L'importance, tu vois, des noms dans la fantaisie. Il dit Ouais. bon bah si Perceval s'appelait pas Perceval, mais Jean-Charles, ça aurait pas Oui, le même impact. bien sûr. Voilà, il parle de beaucoup de ça. Il est très taquin aussi en disant
s'attaquer à écrire de la fantasy, ne le faites pas pour gagner de l'argent, parce que c'est d'abord une aventure personnelle et tellement longue que voilà, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et donc, il véhicule beaucoup de messages qui m'ont marqué en fait aussi très vite quand moi je me suis reconnecté à l'écriture plus tard, qui fait que ça m'a vraiment, ça m'a marqué. Tu vois, c'est un texte de fantasy qui, je pense, si on l'analyse avec un œil d'expert, qui porte beaucoup de tropes très classiques, qui porte des mécaniques très classiques, Oui, mais bon. qui est voilà, mais qui est vraiment moi vraiment m'a énormément marqué. Et le deuxième, c'est tout le cycle de J de Grimbert, qui pour le coup Super. là est français. Et ça notamment le premier cycle du secret de J, ça tabasse. Ça Mais pas ça du tout. ça j'aime beaucoup. Le Ça J, c'est ouais GI. J-I. D'accord. Ouais, Le cycle du secret de J, d'accord. ouais, Je n'ai jamais entendu de. Ou alors, faut que je ouais. regarde la couverture pour voir. Ça va me parler avec la couverture. Oh, non, ça me parle pas du tout. C'est Ouais. beau Mais aussi, alors hein. Les visuels sont très beaux. ça c'est très cool. C'est un peu plus récent. C'est des visuels à la. Enfin, là, je vois la collection que j'ai lue sous les yeux. Ça me fait penser à l'Assassin Royal. Ouais. C'est un peu, ouais, il y a des similitudes effectivement. Ok. Et puis c'est très le le en fait tu vois en fait c'est marrant c'est que j'ai du mal à détacher une œuvre du moment où je l'ai lu. Oui. Tu me diras si toi ça te fait ça aussi, mais moi tu vois le secret de J c'est aussi un truc enfin plutôt la Belle Garette c'est aussi un truc que j'ai relu quand j'étais en prépa, tu vois. Prépa D'accord. c'était méga dur. Et en fait, le seul moment de déconnexion, j'avais deux moments de déconnexion, c'était League of Legends le samedi après-midi et la lecture de la Belgariade le soir, tu vois. Parce que c'était vraiment le truc, je me retrouvais comme un adolescent. Et puis voilà, t'as ce petit garçon qui tombe avec quelque part ce pouvoir qu'il doit apprendre à utiliser. Je me disais, ouais, c'est un peu pareil que la prépa. Allez, on va à la guerre, quoi. Donc c'est toujours, tu vois, des époques qui m'ont marqué et donc avec les livres associés, tu vois. Et ça, je pourrais continuer énormément, tu vois. C'est fascinant de parler des lectures Ouais, qui nous ont impacté. ouais. Moi, je pense que j'étais pas un grand lecteur adolescent et je suis devenu. Je suis devenu pour moi. J'ai quitté la France quand j'avais 18 ans. Dès que j'ai eu mon bac en poche, je savais pas quoi faire et du coup, je suis parti vivre en Angleterre. Et en fait, c'est là-bas. La langue française me manquait. J'étais qu'avec des Anglais, je vivais qu'avec des Anglais, etc. Et la langue française me manquait, et du coup, c'est là où j'ai trouvé mon refuge, dans la lecture. Et je crois que j'ai lu à ce moment-là Les souffrances du jeune Weber de Goethe, et que j'appelais Goethe à l'époque, de Goethe, mais qui m'a marqué énormément. Et c'est là où j'ai commencé à écrire mon premier roman épistolaire, De Nevers à votre cœur. Euh, mais avant, j'étais pas un grand lecteur. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui que tu m'en parles, les romans, je les associe énormément, enfin, ce que je lis, mes lectures, je les associe énormément au moment où je les ai lus. Et je suis convaincu qu'il y a des bons moments pour lire certains textes et des mauvais moments. Hier soir, j'ai commencé un texte, j'ai pas du tout accroché. J'ai lu au moins 3 chapitres quand même, histoire d'eux. C'est pas pour autant que je le jette ou que, voilà, je le garde, mais peut-être qu'un autre jour, dans d'autres circonstances, je, je, je prendrai du plaisir. Ah, là, j'en ai pris aucun. Après, il passe après une lecture que j'ai adorée. Il passe donc c'est toujours un peu compliqué de passer après des coups de cœur d'ailleurs. Euh, c'est marrant parce qu'on parlait de fantasy. Moi, j'ai un projet de fantasy. J'ai commencé Ah ouais. mais je pense que c'est un projet que j'aurai sur ma vie entière et que je l'aurai jamais écrit. Mais j'ai une histoire que j'ai depuis 15 ans en tête et qui trotte et qui est là. Et j'ai mais je pense que c'est trop grand pour moi. Je sais pas tu vois forcément, enfin tu vois forcément, tu vois ce que je veux dire, je pense. Mais quand tu commences dans la fantasy, bah, il faut décrire, il faut créer une magie et il faut créer une géographie, il faut créer tout ça, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que tu parlais de description de Tolkien. Tolkien, il a jamais écrit des descriptions pour le Seigneur des Anneaux. C'est l'inverse. Mm. Il a écrit le Seigneur Ouais. des Anneaux pour ses descriptions. Tolkien, il dit toujours que le Seigneur des Anneaux est juste l'histoire pour faire vivre la géographie qu'il a créée. D'abord, il a créé des langues. Il était étymologue, hein, voilà, il était linguiste. Son plus grand truc, c'était ça. C'était créer des langues. Il a créé des langues, puis il s'est rendu compte que pour avoir un impact, en fait, c'est la géographie qui nous entoure qui a un impact sur nos langues. Et donc, il a créé tout cet univers. Et en fait, il a juste créé l'histoire du Seigneur des Anneaux pour que les gens découvrent son univers. Mais c'est pas la description qui sert l'histoire, c'est l'histoire qui sert la description. Donc c'est vrai que je le lis aussi différemment
parce que je sais que le point de vue c'est celui-là. Le point de vue c'est de prendre une carte et de regarder, ah ils sont là, etc. Moi, ce qui me fascine dans Tolkien, c'est toute la complexité de l'œuvre. Si tu lis, si tu en as lu plusieurs, si tu as lu que Le Seigneur des Anneaux, ce qui est le pas d'entrée bien sûr, après tu as le Silmarillion, tu as l'Atlas de la Terre du Le Milieu, tu as Hobbit. plein de choses. Et en fait, tu te rends compte dans Le Seigneur des Anneaux qu'il n'y a pas une phrase qui est anecdotique. À chaque fois, il fait des références à, il fait référence à des blagues de l'autre, il fait référence à des histoires de l'autre. Et en fait, tu dis, mais c'est hyper complexe et c'est hyper beau. C'est ça qui me fascine. Et moi, j'ai la prétention de dire que, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on écrit. On écrit parce que on aime ce qu'on écrit, on aimerait le lire. Et moi, j'aime lire des histoires qui s'entrecroisent comme ça, où tout se rejoint, mais qui prendraient une vie à écrire, je pense. Donc Mm. voilà, j'ai commencé par écrire le lore, du coup tout l'univers autour. Donc j'ai des histoires secondaires, mais j'ai pas encore mon histoire principale. Mm. Et je pense que je l'aurai peut-être jamais, mais j'ai un vieux carnet en cuir avec la première histoire où j'ai, pour le coup, c'est très drama. La fantaisie, je l'écris presque à la plume, mais en tout cas, je suis au stylo à l'encre noire. J'ai presque envie de. Attends, je regarde si je l'ai juste là. J'ai presque envie de te montrer parce que je crois qu'il est là. Sinon, il a l'étage. Tu vois, quand tu sais même plus où est ton carnet, il va être à l'étage. Quand tu sais même plus où est ton carnet, c'est que ça fait un moment que t'as pas bossé Ça, dessus. c'est exactement ça. Et c'est là, moi, c'est ça qui m'a impressionné quand j'ai découvert la vie de Tolkien, c'est que il a vraiment, il est l'exemple même de, ok, il avait une passion, les langues, Ouais, et en fait, ça a été le déclencheur de tout. Et je pense qu'une très grande partie du fait du succès de Tolkien est que c'est avant tout parti de quelque chose qui lui tenait plus que tout à cœur. ouais, Et après, moi, c'est ça qui m'impressionne aussi, c'est que c'était un créateur d'univers, mais il a quand même écrit des histoires au travers de ça. Et ouais. il s'est jamais perdu justement et d'ailleurs, il est mort avec, on a toujours des incertitudes sur certaines parties de son Ouais. lore. Il y a des Et contradictions aussi. exactement. Ouais. Et ça lui a malgré tout pas empêché d'écrire ses histoires. Alors j'ai pas tout en tête, mais il me semble qu'il y a une grande partie aussi qui est aussi due à ses proches et du fait qu'il écrive le Hobbit notamment pour ses enfants ou Les ses cousins enfants, ouais. je sais plus exactement. Euh, et donc j'aime bien, tu vois, il est vraiment l'exemple de, ok, il y a la passion, il y a les proches, Ouais. et puis il y a ce truc d'un moment oser partager, puis il y a beaucoup de hasard dans la vie de Tolkien, notamment sur les premières éditions. Enfin bref, il est un peu le centre de tout ce que, à mon sens, l'écriture est quoi. Et, Tu retrouves un peu la success story à la Harry Potter, c'est pareil, il a essuyé des refus, et puis un jour il y a quelqu'un qui parie sur lui ouais, c'est et ça, ça c'est marche. Mais effectivement, il écrit pas mal. Le Hobbit, c'était pour ses enfants. Et, euh, et après, il a aussi écrit, parce que tu penses à ses proches, mais il a aussi écrit, transposé son histoire d'amour avec sa femme dans une nouvelle qui s'appelle De Beren et Luthien. ah voilà, c'est ça. Euh, Ça, c'est l'histoire d'amour avec sa femme. En vrai, enfin, quand tu le lis, si tu le sais pas, c'est quand même une femme qui se fait pourchasser par un loup. Euh, je pense qu'on écrit tous sur ce qu'on connaît, on écrit tous sur nos proches et c'est juste à quel point tu le distilles ou pas dans un roman. T'en as qui font de la biographie. Moi, je pense que la biographie, ça marche pas aussi. Les gens vont pas lire la biographie de quelqu'un qui est pas connu. Ah, mais c'est quelque chose que tu retrouves souvent en atelier d'écriture où tu as des gens Ouais. qui viennent en étant persuadés que bah, moi j'écris ma biographie, je vais chercher un éditeur. Malheureusement, ça intéressera personne. Ouais, c'est effectivement tu vois avec les gens que je peux croiser, alors ceux que j'accompagne ou ceux que j'accompagne pas, je Ouais, remarque qu'il y a effectivement quand les gens viennent avec la volonté d'écrire sur leur vie, tu vois, là je suis très très attentif à bien éviter cette dissonance de résultats attendus, tu vois. Ok, tu veux écrire, mais parce que c'est important pour toi ou parce que tu as envie que ton histoire soit lue. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et bien quand sûr. t'écris sur ta vie avec la volonté que ça soit lu, ben en fait, t'écris plus vraiment sur ta vie. Il y a plein de choses que tu dois couper, il y a plein de Mm. choses que tu dois un peu romancer. Et donc c'est là que ça devient très important d'être très au clair sur ça. Et effectivement, c'est pas évident parce que c'est personnel aussi. Mais là après, c'est le rôle aussi de quelqu'un, enfin d'un Voilà, accompagnant, tu vois, de du remettre facilitateur. Ouais. exactement. Je suis d'accord. C'est une question. C'est quoi la finalité de ton texte? Moi, ça me fait penser quand j'écoutais Juliette qui disait qu'elle a son roman-là et qu'elle en changera Ouais, pas un mot parce que c'est l'histoire, etc. Moi, j'écris pour être lu. ouais, Bien sûr, j'écris thérapeutiquement
il y a pas de débat. Mais j'écris pour être lu et je vais écrire ce qui va se vendre aussi. Mm. Et c'est pas un vilain mot. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu sacralisé l'écriture. Et on a tous débat aujourd'hui. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un produit? Ça reste un produit. Il faut le vendre. Il faut faire il faut faire du marketing. Il faut faire des vidéos sur Instagram. Il faut le vendre. Il faut faire du lobbyisme auprès des libraires. Ouais. Il faut aller prêcher sa paroisse. Et à la fois, il faut aussi être bien dans ce qu'on a écrit, être confiant avec ce qu'on a écrit. Mais on ne peut pas séparer aujourd'hui, en tout cas, si on écrit pour être lu, on ne peut pas séparer le fait qu'il faut aussi écrire ce qui se vend. Et donc, moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, ben, j'ai envoyé mon roman à plein de maisons d'édition, etc. Bah oui, mais en fait, tu cherches la maison d'édition qui te correspond. Tu vois, j'ai écrit de la fantaisie, j'ai envoyé ça à Albin Michel. Alors déjà, tu vas, Ouais, c'est enfin, c'est voilà, j'avais une jeune femme effectivement qui m'a dit ça la semaine dernière, qu'elle avait écrit un texte fantasy et qu'elle l'a envoyé partout. Elle me dit, est-ce que je peux l'envoyer à ton éditrice? Je dis, tu peux l'envoyer à mon éditrice si tu veux, mais elle n'en fera rien. Enfin, elle le lira même ouais. pas. Elle n'écrit pas de fantasy, donc elle ne publie pas de fantasy. Et puis elle en lit pas, donc elle serait peut-être aussi de mauvais conseils ou. Enfin voilà, Mm. il faut pas dissocier le fait que c'est devenu un produit commercial. Il faut savoir le vendre, il faut savoir le marketer, il faut savoir se mettre en avant, faut faire tout ça, quoi. C'est moins facile qu'avant, peut-être. En tout Ouais, cas, c'est plus ouvert à tous aussi. je pense que ouais c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que effectivement après on peut tu peux débattre de la santé du monde du livre, de tous les enjeux qu'il peut rencontrer, de tous ses dysfonctionnements aussi, voilà. Bon, une fois que tu as dit ça, ça c'est aussi des choses sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle, ou en tout cas Bien sûr. pas tout de suite. Et donc à mon avis, tu vois, c'est là que tu ressens sur toi ce que t'attends de ce livre-là. Si t'attends pour être lu, effectivement, tu vois, la première question c'est ok, t'as envie d'être lu, mais alors du coup par qui? Et je veux pas, oui, mon histoire touchera tout le monde, tu vois. Ouais, non. Ok, tout le monde, mais il y a qui dans tout le monde? C'est quoi les thématiques? Et puis au contraire, enfin, c'est intéressant de creuser. Et puis même, tu l'as dit sur les maisons d'édition, à mon sens, euh, parfois, si tu sais déjà que tu as envie d'être lu, bah réfléchis tout de suite à la maison d'édition que tu as envie de cibler, tu vois. Ouais. Et tu vois, pour l'occurrence, la collection Voyage Voyage est un très bon exemple. Parce que si tu as une idée vraiment fixée sur une ville avec une histoire, etc., bon bah très bien, tu peux aussi commencer à construire ton histoire comme ça, quoi. Mais ouais, C'est, c'est important de savoir. ça me fait penser à deux choses. Vas-y, fini, pardon, je Non, non, note juste dans ma tête des t'inquiète. choses que j'ai envie. J'allais conclure en disant c'est important d'avoir cette intention personnelle vraiment claire parce que Ouais. sinon la dissonance à la fin, elle te fait arrêter au milieu en fait. Trop dur de suivre deux chemins à la fois. Je pense aussi. Un autre des biais que tu rencontres souvent avec les personnes qui écrivent, c'est tu leur dis bah du coup ton texte il ressemble à quoi, il ressemble à qui? Ils disent ah non, ce que j'écris c'est comme personne, c'est une histoire qui n'existe pas, etc. Je peux pas me comparer. Et du coup, personne ne rentre dans une librairie pour aller voir le libraire et lui dire je veux lire un livre qui ressemble à aucun Rien. autre. Non, tu vas voir le libraire en disant bah, j'ai aimé Virginie Grimaldi, je veux un truc qui y ressemble, j'ai aimé lire Les Sept Sœurs, je veux un truc qui me fait voyager, j'ai aimé La Belgariade, je veux quelque chose qui y ressemble. C'est bien d'avoir des comparaisons. On peut pas arriver sur le marché et dire bah, ce que je fais c'est nouveau. Il y a forcément une histoire, il y a forcément quelque chose auquel raccrocher. Et surtout que si tu dis ce que je fais c'est nouveau, les gens aiment pas tant que ça la nouveauté. On dit qu'il y a que trois histoires qui existent, l'histoire d'amour, l'histoire de la quête, etc. Il y a et que derrière tout n'est qu'éternelle réécriture. Mais parce que c'est aussi confortable d'aller dans un livre et d'avoir quelque chose que l'on connaît. Et la deuxième chose, c'est parce que effectivement, donc j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Juliette Elamine sur le voyage et sur Naples, notamment parce qu'elle en premier elle avait Naples. Mm. Et après elle a eu son histoire. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, la ville est forcément un personnage principal, mais elle le devient pendant l'écriture, elle le devient pendant mes Mm. recherches. Moi, j'ai un autre point de départ qui est plus l'histoire. Il y a plein de villes sur lesquelles j'ai envie d'écrire. J'avais envie d'écrire sur Séville, par exemple. Parce que Séville, c'est une ville que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Je sais pas si tu connais personnellement ou pas. Pas du tout, non. Barcelone, en l'occurrence, on en parlera, mais Ouais, ouais. tu connais bien. Mais sauf que Séville, j'ai pas trouvé l'histoire. Donc j'avais la ville, mais j'ai cherché les événements historiques, j'ai cherché ce qui pouvait s'y rattacher, et j'ai pas trouvé. Quand j'ai commencé dans la collection Voyage Voyage, donc j'étais à l'Archipel avant en tant qu'auteur, et mon éditrice, Virginie Fuertes, a décidé de quitter sa maison d'édition pour créer sa propre maison. Et c'est ainsi qu'est né Voyage Pop.
Maison de potes, pardon. Et avec la collection Voyage Voyage. Et en plus, ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est moi, je vais écrire une collection sur les voyages, sur les villes, etc. Et je suis un peu comme les Sept Sœurs, la saga des Sept Sœurs, et ça lui parlait pas du tout. Du coup, elle me dit non, moi je veux des histoires passé-présent, toujours en double temporalité, avec des événements du XXe siècle, des faits historiques. Elle me dit un peu comme le Titanic. Et là, ça me parle. Moi, le Titanic, je suis un grand fan du Titanic. Du coup, je dis ok, ça me parle, c'est ce que j'aime, c'est ce que très bien. Mais d'abord, moi, il y a eu le cahier des charges. Donc, il faut écrire sur la double temporalité, avec se raccrocher à des faits historiques ou des faits culturels, mais quelque chose qui a vraiment existé, et avoir un peu tes personnages qui se baladent dans la ville, que tu puisses, voilà, qui puissent voyager, découvrir des endroits, etc. Mais sans que ce soit un guide touristique, bien sûr. Et donc là, moi, est venue la quête de l'événement historique dont je pourrais parler. Et pour faire ceci, j'avais en tête que je voulais faire le Portugal, parce que j'aime bien les pays du Sud, et j'aime bien la péninsule ibérique. Et je me suis dit, regardez tous les secrets d'histoire de Stéphane Bern, qui parlait de ces événements-là. Et en plus, c'est dommage parce qu'au devant, je présente un projet à mon éditrice, je le lis, elle est toujours de très bons conseils, et elle me dit, ton texte est bien, mais il manque l'arrière-plan. Il manque vraiment l'arrière-plan. Elle me dit, si on reprend notre exemple de Titanic, tu as une histoire d'amour, tu as la lutte des classes, et derrière, tu as un paquebot qui coule. Mais c'est pas l'histoire principale. L'histoire principale, c'est la lutte des classes, c'est cette histoire d'amour, etc. Et elle me dit, toi, il te manque ton arrière-plan. Du coup, genre, ok, c'est très vrai. Et cette soirée-là, je me rappelle très bien, mon mari était pas là. Et donc, j'ai passé la nuit, vraiment, à chercher et à regarder des secrets d'histoire, à le mettre dans le fond, etc. Et là vient l'histoire de la reine Amélie d'Orléans, que je connaissais pas vraiment à ce moment-là, reine de France, mais qui vit au Portugal du coup, reine, donc, épouse de Don Carlos III, roi du Portugal. Et un jour, donc elle est en promenade avec son mari et ses deux enfants, donc ses deux princes héritiers, et des révolutionnaires viennent, tuent son mari, tuent le prince héritier, et elle est là et elle se défend avec ces deux mecs qui ont des pistolets, avec son bouquet de fleurs qu'elle a dans les mains qu'une jeune femme vient de lui donner. Et du coup, je me suis dit, c'est fascinant cette histoire. Je veux écrire l'histoire de la jeune femme qui lui a donné le bouquet de fleurs. Et donc forcément, elle sera témoin de ce régicide, etc. Ça, c'est le point culminant du roman, sans que ce soit un spoil, parce que bon, c'est l'histoire. Et je connaissais pas cette histoire du Portugal. Que voilà, en février 1908, il y a un renversement. Il y a des révolutionnaires qui se disent bon, en fait, le faste de la monarchie, ça suffit. On va buter le roi. Et ils y arrivent. Et derrière s'installe la première république à ce moment-là. Et donc voilà, je raconte l'histoire d'une jeune paysanne qui arrive à la ville, qui découvre tout cet environnement-là de la ville, de l'aristocratie, qui va travailler pour une famille de notables et puis qui va travailler pour la monarchie. Et elle tombe amoureuse d'un révolutionnaire. Elle travaille pour la monarchie, et en même temps, elle est amoureuse d'un révolutionnaire, et c'était pour jouer sur les deux tableaux. Mais moi, j'ai d'abord eu le fait historique, et c'est ce fait historique qui m'a dit, ok, on va aller à Lisbonne. Et après Lisbonne, par chance, je connaissais déjà. Et c'est le paysage, c'est le décor. Je suis pas là pour dire que c'est le personnage principal. J'aime bien la personnification des villes, bien sûr, mais c'est pas le personnage principal pour moi. Voilà, c'est l'histoire d'une paysanne, et ça se passe ici, dans ce décor-là, dans ce cadre-là. Et le but, c'est bien sûr de donner envie de voyager dans ces villes-là, que ce soit Lisbonne ou Barcelone par la suite. C'est l'envie de voyager. J'adore les voyages. Je suis voilà. Et quand les voyages peuvent réunir ma passion de l'écriture, de la littérature, c'est formidable. C'est le meilleur, ouais. C'est ce qui m'a le plus fasciné dans ton partage, c'est le moment où tu dis donc elle se défend avec le bouquet de fleurs et le moment où tu fais le parallèle en disant bah attends, qui lui a donné le bouquet de fleurs? Ouais. Et ça, je trouve ça, tu vois, ça c'est vraiment le cœur de la créativité, c'est qu'en fait tu peux partir de n'importe quel événement extraordinaire, ordinaire, et puis en faire une histoire de dingue, quoi. Ça c'est trop cool. Bien sûr, et puis t'es pas obligé de te raccrocher à un événement historique pour autant. Tu vois, je pense à dans la même collection Revoir Palerme, Magali Discours. Elle se raccroche à l'histoire d'une couturière sur le tournage du film Le Guépard de Visconti dans les années 60, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est ça son point de départ. Donc il n'y a pas d'événement historique formidable à Palerme, c'est juste un film qui est tourné sur place et l'histoire de cette couturière-là qui tombe amoureuse, etc. Il y a une histoire autour d'un parfum. Enfin, il est très beau ce roman. Mais oui, les gens vont se dire ah bah oui, Le Guépard ça a été tourné à Palerme, etc. C'est vrai. Mais derrière ce film-là, il y a des gens qui ont travaillé sur le film et chacune de ces personnes avait une histoire
Et en fait, c'est de commencer à prendre le fil et de découdre un petit peu et de se dire, bah ouais, derrière n'importe quoi, t'as toute une histoire en fait. T'as des Et c'est histoires. la manière de le raconter. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait très bien le lien avec ce que tu disais avant, avec le côté j'ai envie que mon histoire soit parfaitement unique, extraordinaire, etc. En fait, les meilleures histoires sont celles qui sont ordinaires parce que c'est dans celles-là aussi que les gens se reconnaissent. Et c'est ça qui fait qu'on est de très beaux passeurs d'histoire, quoi. Parce qu'on a tout qui nous vient et puis avec notre petite vie, on arrive à des trucs qui sont très uniques, quoi. C'est trop cool. On espère l'être, ouais. Mm. Là où je trouve ça cool, c'est que ça commence pour notamment avec les héritiers de Lisbonne, ils sont cédés à l'international. Et donc là, on Mm. commence à avoir les premiers retours. Donc là, il y a les couvertures. Enfin, j'avais les couvertures qui étaient validées déjà pour les Pays-Bas. Donc ils sont chez HarperCollins aux Pays-Bas. Là, ils sont sortis en Grèce. Ils sortent en Italie, ils sortent en Hongrie, ils sortent en Arabie Saoudite. Euh, Incroyable. Incroyable d'avoir cette traduction-là. Mais moi, ce que j'angoisse, c'est de savoir est-ce que les gens vont être réceptifs aussi. Parce que bon, enfin, je sais pas comment c'est traduit déjà. Je ne lis Ouais. pas le néerlandais. Et je vois les premiers retours. Donc dès que j'ai un retour, déjà je le comprends pas. Donc heureusement qu'il y a à voir la traduction sur les chroniques Instagram. Mais du coup, je vois que ça réussit à passer la barrière de la langue et c'est vraiment l'histoire qui prime et c'est pas la langue parce qu'on parle de la poésie de la langue, on va parler du style littéraire, etc. Mais je sais pas comment c'est traduit. Moi, je lis beaucoup de livres en VO. Mon expérience en Angleterre me permet de lire en VO. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, je les lis beaucoup en VO et j'essaie de lire un livre, enfin, en tout cas pour l'anglais. Quand le livre existe en anglais, je le lis en anglais. Je le lis dans la langue d'origine. Parce que la traduction, j'y perds toujours. Il y a plein de succès qui ont fonctionné, même dans la romance, dans les romans contemporains, etc., où j'ai pas accroché vers la version française. Et dès que je le lis en anglais, là, j'aime mieux. Donc je trouve qu'on perd forcément en traduction. Et c'était ma plus grande crainte. Enfin, il y a des traductions qui sont meilleures que l'original et inversement. Je veux pas faire de généralité. Ma plus grande crainte, c'était que la traduction soit pas bonne ou autre. Euh, et puis surtout, il y a eu le travail de la traductrice, quand même. Je pense avec la version néerlandaise, qui m'a contacté à plusieurs reprises pour me dire, moi je suis pas d'accord. Je dis, ah bon, d'accord. Elle me dit, oui, la petite paysanne en 1907 qui se maquille pour sortir, c'est pas sa classe sociale de se maquiller pour sortir. Du coup, je suis, ok, alors j'apprécie le retour. Bon, j'ai fait mes recherches, figure-toi que. Et donc, on se maquille depuis la nuit des temps. Hein. Déjà, les femmes de la préhistoire se mettaient de la terre sous les yeux, etc. Donc, enfin, on se maquille depuis la nuit des temps. On mettait du sang sur les lèvres pour les rendre rouges. Enfin, donc oui, ça fait partie d'un héritage social. Voilà. Donc, on a gardé le maquillage léger quand même. Hein, c'est pas. Et pareil pour la narratrice audio, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, la comédienne qui a lu ce roman me dit tiens à la fin elle me contacte et elle me dit je suis désolée mais je lis le texte et à la fin elles se sont vouvoyées tout le long du roman, la dame de maison et la jeune paysanne qui devient gouvernante pour cette maison-là. Elles se sont vouvoyées tout au long du roman et je pense qu'il y a une coquille puisqu'à la fin elle lui dit tu. Et j'ai dit, ah bah non, justement, c'est pas une coquille, il faut que tu me l'accentues, c'est Ouais. tu. Parce que c'est le moment pour montrer que la barrière s'effondre et les masques tombent et en fait on s'apprécie. Et donc là, j'ai écouté la version audio. Et effectivement, maintenant, elle lui dit à la fin, je te souhaite un bon voyage. Et il est important ce passage au tutoiement pour moi, pour montrer que justement, finalement, elle s'apprécie. Mais voilà, je trouve ça marrant de se dire qu'une fois que le livre il est sorti, il t'appartient plus Il est et plus à toi. Ouais. il est plus à toi. Les lecteurs vont forcément avoir un point de vue. Et puis tous les autres professionnels de la chaîne formidable qui est la chaîne du livre ont aussi quelque chose à dire ou à apporter ou parfois à modifier. Il y a des modifications qu'on peut accepter. Il y a des corrections qu'on peut faire avec le temps aussi. Et je trouve ça très important de voir que en fait le livre, ça y est, il vit sa vie quoi. Il vit et puis il vit ses mille histoires. En tout cas, pour chaque personne qui va être en contact avec, il y aura une histoire différente, quoi. Ouais. C'est ça qui est trop cool. C'est incroyable que ça commence à être traduit. Et t'as eu des retours de quel pays pour l'instant là? Alors Comme il est tu dis, sorti en Grèce et en Hollande, et c'est ça? ouais, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pays-Bas. Ouais. Euh, j'ai que des retours des Pays-Bas. Ok. Mais je pense que c'est parce qu'on a le même alphabet. Euh, et faut écrire mon prénom, faut taguer mon prénom. Faut le taguer le Gabriel Blancard pour que je le vois ou Ouais, pour que faut tu que le je fasse vois. la recherche, etc. J'ai des Google Alerts, bien sûr. Voilà, je suis très friand de tous les retours. Je les appréhende beaucoup, mais je les cherche quand même.
Et du coup, ouais, j'ai vu que des retours sur les Pays-Bas. Je crois que j'ai pas vu de story ou quoi que ce soit encore avec celui de la Grèce. Pourtant, il est sorti là en juin. Mais peut-être qu'il marche moins bien en Grèce aussi, hein, c'est aussi possible. Pour le coup, là, aux Pays-Bas, ils ont pris que les héritiers de Lisbonne Sous les vagues de Barcelone, d'ailleurs, qui va sortir aussi aux Pays-Bas, mais l'année prochaine, je pense. Alors qu'en Grèce, ils ont pris toute la collection. Ok. Donc il y a Palerme déjà, il y a Vienne et il y a Lisbonne, ceux qui sont sortis l'année dernière. Donc je pense qu'il y a aussi un effet collection qui marchera bien en librairie. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de retour. Voilà. Effectivement, c'est une belle collection. En plus, c'est ce que je disais à Juliette à la fin. Non, enfin, justement, je l'avais dit en off parce que j'avais oublié, mais je la trouve jolie la collection et puis avec les petites photos à la fin aussi. Ouais, bien sûr. Ça m'a rappelé. Pour le coup, ça m'a bien rappelé Barcelone là, notamment le petit lézard là Ah, le petit en du Parc faïence Güell. là. Ouais. Ouais. Et puis bon, la Sagrada forcément, mais Bah, c'était ça mon point de et le départ. Tu bâtiment de vois. Gaudi aussi là. Ouais, c'est très très beau. Mon Ouais, point de départ, c'était la Sagrada. ouais, J'ai, c'est c'est vrai que j'ai. Vas-y, je t'en prie, pardon, excuse-moi. non, j'allais dire c'est 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 une non attends je te parlerai de ce que je me rappelle de Barcelone. D'abord, je te passe la balle. Du coup, le point de départ, la Sagrada. Est-ce que t'avais cette idée depuis longtemps Barcelone ou c'est venu vraiment Non, 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 j'avais pas d'idée de Barcelone. C'est venu tu sais, il y a ce choix de se dire, ok, bah, chacun peut écrire sur la ville qu'il veut. Alors, on est tous en train de. Il commence à y avoir pas mal d'auteurs dans cette collection, l'air de rien. ouais Je crois qu'on est à peu près une dizaine. Il y a Georges qui a fait sur la Grèce, il y a Emmanuel qui sort Londres en septembre, il y a Marie Rouleau-Dugas qui a fait Vienne et qui sort sur Reykjavik, il y a Juliette Elamine qui a fait Naples, il y a Magali Discours qui a fait Palerme, moi j'avais fait Lisbonne. Donc on commence à être 6-7. Et chacun réserve un peu ses destinations à l'avance. On a tous envie d'écrire sur certaines villes. Moi, j'aurais aimé faire Londres parce que j'y ai vécu. Et à la fois, j'avais pas l'histoire. Donc, quand on me dit, il y a Emmanuel qui va faire Londres, est-ce que ça te va? Oui, oui, aussi, très bien, pas de souci. Il y a des villes comme ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Édimbourg, mais j'ai pas encore l'histoire. J'ai envie de le faire. Mais du coup, j'ai mis une petite punaise dessus. J'ai dit à Virginie, si quelqu'un veut faire Édimbourg, c'est non. tu vois avec moi d'abord. Enfin, ça se passe pas exactement comme ça, Oui, mais oui. Par exemple, bien sûr. Magali a réservé Amsterdam. Mais alors qu'elle écrit pas sur Amsterdam pour l'instant, c'est pour celui encore d'après. Et puis elle a réservé aussi Florence pour encore après. Enfin voilà, on écrit en tout cas mais c'est peut-être que ça va changer. C'est juste qu'on dit j'ai une idée pour. Mm. Et moi j'ai des idées pour. J'avais Édimbourg, j'avais Séville, mais j'ai pas trouvé l'idée encore. Euh, et, euh, et du coup c'est vrai que je raisonne aussi en se disant mais c'est quoi les villes les plus marquantes pour les gens. Donc je regarde aussi où les gens vont en tourisme. Je regarde aussi tout ça. Faut pas se mentir, ça reste un produit et c'est aussi une collection autour du voyage. Donc où est-ce que les gens voyagent? Et je pense que ce qui m'a freiné dans Édimbourg, c'est que le tourisme à Édimbourg est assez faible, Mm. alors que c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, et du coup, j'ai regardé un peu et il y avait Barcelone. Et Barcelone, c'est une ville que je connais très bien. Et en plus, ça se couplait avec la fin de la Sagrada cette année et dont forcément il y allait y avoir de la presse autour de ça. Et ça allait éveiller un petit peu la curiosité des gens sur la Sagrada, sur ce monument. C'était le centenaire de la mort de Gaudi aussi en 2026. Donc je me suis dit, en fait 2026 c'est l'année de Barcelone, il faut sortir quelque chose là-dessus. Et après là c'est le travail éditorial qui a commencé parce que j'ai mon histoire, j'en parle à mon éditrice et à chaque fois elle me dit mais il faut creuser, tu peux pas juste avoir ce point de vue-là. À chaque moment que j'écris, je me rajoute une contrainte technique. L'histoire c'est bien, mais en plus je veux un défi d'écriture. Moi Ouais. j'aime assez bien le challenge. Donc là par exemple sur Prague que j'écris pour 2027, mon défi technique c'est que chaque chapitre alterne passé-présent et je veux que géographiquement le chapitre se termine là où Ah ouais. commence celui du passé. Ouais, trop bien. Donc par exemple en 2027, puisque j'écris sur les années où sortent mes romans, donc en 2027, Barbara prend l'avion. Je veux que le chapitre d'après, qui est en 1967, 60 ans plus tôt, commence dans l'avion. Ouais. Du coup, tu as un fil conducteur. Certes, tu as un passé présent, mais géographiquement, tu as le même lien. Donc, je Ouais, rajoute j'adore. une petite contrainte technique. Pour Barcelone, la contrainte technique est différente. Elle vient, elle spoil le texte, donc j'en parle pas trop. Mais à chaque fois, je me rajoute une contrainte technique. Mm. Et mon éditrice me dit, mais tu peux pas, ça peut pas être ça ton texte.
Tu peux pas, c'est quoi l'intention? Ah, ben c'est que je me lance un défi d'écriture. Il me faut une histoire derrière, il faut quelque chose. Et vient toujours la question de c'est quoi l'intention. Que pour cette fois-ci, c'est moi qui ai posé à Juliette. Enfin, je lui disais parce que j'écoutais le Ouais. podcast hier soir. Et donc effectivement, on a travaillé avec mon éditrice. Elle me dit non mais ça suffit pas. Et donc j'ai creusé. Parce que la force avec cette collection et avec la relation éditoriale qu'on a avec Virginie, c'est que le roman se construit avec elle. C'est-à-dire que moi, je signe mon contrat et j'ai mon avaloir sans avoir écrit un mot. Mm. Et c'est chouette. T'as des gens qui passent leur vie entière à travailler un manuscrit et qui après lui cherchent une maison d'édition. Non, nous, c'est très différent. On signe, on dit voilà ce qu'on veut faire. Elle nous dit OK. Et après, on travaille ensemble. Mm. Mais quand on écrit, on n'a pas cette crainte d'être publié. On n'a pas voilà. Mais à la fois, on n'a pas cette liberté d'écrire ce qu'on veut. Dans le C'est sens où différent. on a l'éditrice. C'est différent. C'est un Ouais. contrat. C'est ça. C'est Les une challenges sont commande. différents. Voilà. Et du coup, avec Barcelone, bah, c'était super parce que j'ai pu faire le travail avec elle. Je pense que ce qui a tout débloqué, c'est je suis allé voir mon libraire. Allez voir vos libraires, s'il vous plaît. Je suis allé voir mon libraire de quartier, La Vie immédiate à Charenton. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as sur les révolutionnaires, parce que je voulais parler forcément de 1936 à Barcelone. Qu'est-ce que tu as sur les révolutionnaires, l'anarchisme à Barcelone? Il me dit, ok, j'avoue que j'ai rien en tête, mais on va chercher. Et donc il cherche les ressources qu'il a en ligne. Et il me trouve une thèse d'une femme qui a écrit l'anarchisme en 1900 à Barcelone. Je dis genre, ok, bah prends-le. C'était chiant à mourir. C'est une thèse, hein, c'est une thèse, c'est pas. Ça m'étonne à moitié, ouais. Mais derrière, ça a semé des graines pour plein de choses. Et du coup, j'ai découvert tout le pan historique et architectural de Barcelone que je connaissais assez peu. Oui, bien sûr, on connaît Gaudi, on connaît tout ça, mais le contexte dans lequel Gaudi a créé son œuvre était inconnu. Pour moi, Gaudi était celui qui avait commencé la Sagrada, pas du tout. Il a récupéré le projet. Et voilà, il y a plein d'architectes qui ont travaillé dessus. C'est pas lui tout seul. Et c'était l'ère des expositions universelles. J'aime beaucoup, je suis très fasciné par les expositions universelles. C'est quelque chose qui me plaisait bien. Et en plus, quand j'ai commencé à en parler avec mon éditrice, on était au Grand Palais pour le Festival du Livre de Paris. Ouais. Et quand je commence à lire ce texte-là sur les anarchismes, vient les expositions universelles. En 1901, il y a le Grand Palais qui fait partie de l'exposition universelle de Paris. Du coup, j'étais genre, ok, on a quelque chose, il y a l'art déco, il y a l'architecture, il y a les expositions universelles, il y a quelque chose, et c'était le point de départ. Et après est venue l'histoire d'amour qui se greffe, toute cette histoire, tout le roman est venu après l'intention en tout cas. Voilà. Ça, c'est passionnant. Et du coup, je te pose la même question qu'à Juliette, même si tu m'as dit que la ville devenait un personnage au fil de l'histoire, Barcelone, ça serait quoi Alors, elle ressemblerait à quoi? Ou elle ressemblerait à quoi? je réponds à... C'est une question que se posent mes personnages. Du coup. Ouais, Et ok. il y a un paragraphe de réponse là-dedans. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où on cherche le genre. Tu vois, par exemple, Paris, tu vas avoir des expressions féminines sur Paris. C'est vrai. Et tu auras aussi, par exemple, plein d'expositions qui disent bah, le Paris des années 20, le Paris de l'Art Nouveau, etc., qui le masculinisent. Et donc, c'est une vraie question. Et pour le coup, Barcelone, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est une femme de par ses courbes. Et de base, le roman devait s'appeler Les courbes de Barcelone. Parce que, et notamment si on veut parler de Gaudi et de l'Art Nouveau, en opposition à l'Art déco, l'Art Nouveau, c'est vraiment la courbe, c'est vraiment l'inspiration du végétal dans l'architecture. Et si tu vas admirer Gaudi, rien n'est droit, il y a pas d'angle droit. C'est Faut pas croire que fantastique. le mec n'a pas une équerre. Ouais, Et, c'est clair. tous ces bancs tu regardes le banc du Parc Güell tout en courbe, toutes les maisons du Parc Güell, t'as l'impression qu'elles fondent sur elles-mêmes. La Sagrada, t'as l'impression que c'est des stalactites ou des stalagmites, stalagmites montantes, Stalagmite, ouais. voilà, qui ont été formées par le calcaire et par la terre. T'as l'impression que tout est courbe et il y a vraiment pas d'angle droit et d'architecture classique derrière. Donc vraiment pour moi la courbe, et pour moi la courbe est très féminine pour le corps féminin. Mais pas que, tu vois, moi quand je pense à Barcelone, je pense, et parce que mes personnages aussi, mais je pense à la danse, je pense au flamenco. À Barcelone, quand j'y étais pour finaliser mon roman, parce que je l'écris toujours de chez moi, ou dans les de chez moi en tout cas, je l'écris toujours, et à la fin, une fois, je retourne sur place et je vérifie si tout ce que j'ai dit est cohérent.
Alors bien sûr, tu peux faire tes recherches avec Google Maps, tu peux faire tes recherches avec aujourd'hui, je suis très friand de l'IA pour les recherches. Il y a des choses que je demande, des anecdotes, je demande des choses que je peux pas connaître. Il faut cette base de données là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur Google, tu as une recherche par mots-clés. C'est Et donc tu vas différent. taper Barcelone, etc. Alors qu'avec une l'IA, tu as une recherche par intention. Mais si tu tapes dans Google, donne-moi des anecdotes sur ça, tu auras très peu de résultats, alors qu'il y a tout un champ des possibles avec vraiment des intentions de recherche. Et je trouve que ça vient pas mal nourrir notre. Et je l'utiliserai pas pour autant pour l'écriture en elle-même. Je trouve que pour tout le pan de la recherche, le pan de la correction, tout ça, pourquoi pas. Mais le pan de l'écriture, après, il faut garder un plaisir aussi. Et moi, jamais C'est écrire. le fameux, tu vois, je fais la petite parenthèse dans ta description de Barcelone, mais tu vois, on a inventé le vélo, il a jamais été aussi important de courir un marathon, tu vois. C'est tout Ouais, c'est vrai. l'effort que tu décides de vivre, le parcours que tu décides de traverser, qui rend l'accomplissement intéressant et qui porte aussi quelque chose que les lecteurs perçoivent. Ouais. Et voilà. Après, bon voilà, ça c'est mon avis, tu vois, par Mais, rapport à mais ça. bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, c'est un outil qui est très utile au demeurant, ne serait-ce que, je sais pas, pour des anecdotes comme ça, la recherche par intention, c'est très vrai, la correction, même des synonymes, bon bref, plein de choses quoi. Mais Bien sûr. voilà. Donc Et c'est je te... marrant d'en parler parce qu'il y a vraiment un tabou là-dessus. On est encore, Ouais, ouais, alors ça se démocratise un peu, mais on est encore dans une ère où tout le monde fait de l'IA. Il n'y a pas de débat. Tout le monde fait de ouais, l'IA. mais Pas personne dans n'ose le l'écriture et dire. dans le texte, mais personne n'ose le dire. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. qu'on connaît les posts faits par IA, on les voit, les carousels générés par, enfin, on connaît Mm. tout ça. Ou en tout cas, moi, je les connais. J'ai peut-être un biais parce que j'en fais beaucoup de par mon travail aussi. Je suis dirigeant d'un centre de formation à côté, et donc Ok. on travaille aussi avec l'IA au quotidien. On forme nos élèves à l'IA. Euh, et donc, je les vois un petit peu les biais de l'IA. Peut-être que le commun des mortels, même si je ne me sépare pas pour autant, les gens moins aiguisés le voient pas. En tout cas, on les voit ces biais-là. Mais tout le monde, voilà, tout le monde se cache en disant non, moi j'en fais pas. Alors qu'aujourd'hui sur Instagram, Sur, un post sur 5 est généré par un humain. Je crois que c'est 4 posts sur 5 sont générés par des ouais, IA. ça Enfin, m'étonne écrits pas. en tout cas ou aidés par des IA. Ça m'étonne pas non plus. Et à la fois, maintenant, il faut peut-être l'accepter. Et donc voilà, dans Barcelone, il y a je sais plus c'était quoi mon film, mais en tout cas, voilà, il y avait pour moi, Barcelone est une femme. Ah oui, c'est ça. Quand j'y suis retourné du coup en octobre 2025, c'est l'étape où non, j'ai pas encore envoyé mon manuscrit. Moi, je rends mes manuscrits, mes romans sortent toujours en avril, et je rends mes manuscrits le week-end du 11 novembre. Ok. Donc soit le week-end, à chaque fois, elle me donne comme deadline le week-end du 1er novembre, et je sais systématiquement depuis 3 ans que je travaille avec elle qu'en réalité, je peux grappiller le week-end de 3 jours suivant du 11 novembre. En tout cas, les jours fériés sont toujours tombés sur des week-ends de 3 jours qui m'aident à finaliser. Je travaille Ok. extrêmement bien sous la deadline. Et moi, c'est ma contrainte. Là, tu vois, je Ouais. sais que je dois le rendre le 11 novembre. Je Mm. suis large. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et donc, j'y retourne et je vais vérifier tous ces lieux. Je vais vérifier. Et quand j'y étais cette fois-ci en octobre 2025, quelque chose m'a frappé. C'est que les gens dansent dans la rue. On était d'abord au parc de la Ciutadella. Mm. Ciutadella, j'ai pas l'accent espagnol. Euh, et il y avait des gens qui avaient sorti une radio, et il y avait une quinzaine de couples qui dansaient. Et puis dans les parcs, les gens dansent, et puis devant la Sagrada, des gens dansaient. Genre, mais c'est fou, on danse pas à Paris. Mm. Et pour moi, la danse est assez féminine. Et donc j'ai inclus ce pan-là aussi dans le roman. J'ai travaillé pour inclure de la danse dans le roman. Mais oui, Barcelone est une femme, bah, et voilà. Enfin, pour moi, il y a pas de débat là-dessus. Mm. Pour C'est, diffuseur de ça. j'ai pensé à quelque chose, ce que tu disais tout à l'heure, que tu te mettais des challenges d'écriture. Là, Ouais, tu parlais de la contrainte de la deadline. Et tu vois, j'aime bien de capter ces petites choses parce que tu vois, ça prouve bien le moteur, les moteurs qu'on peut avoir quand on écrit. On n'est pas tous pareils sur ce qui nous ramène le lendemain à l'écriture. bien sûr. Et là, je notais ça. Toi, Et, t'écris mieux sous la contrainte ou pas? ouais, Moi, il alors me faut un cadre aussi. ouais, une espèce de contrainte. Euh, mais tu vois, il faut qu'elle soit court terme. C'est-à-dire que, ok, tu vois, je sais qu'un manuscrit, ça va prendre longtemps, mais Ouais, typiquement, moi, j'écris le matin, et là où je suis le plus efficace, c'est quand je sais que, genre, j'ai un rendez-vous à 9 ou à 10 heures. Bon, bah là, généralement, je suis très productif sur une demi-heure, tu vois, donc quelque part, j'arrive à systémiser ce sentiment d'urgence qui me connecte vraiment à ce côté très instinctif de l'écriture, tu vois, et où ça ouais, coule tout seul. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la régularité. Tu vois, j'aime bien voir que tous les jours, j'y ai posé une petite pierre. C'est ça qui m'apaise beaucoup, en fait. Et qui, du coup, balaye la frustration de, OK, ça peut prendre 4, 5 mois d'écrire un premier ouais. jet.
c'est pas grave parce qu'en fait, je vois que tous les jours, je mets une petite pierre. Voilà. Ben oui, Et je suis entièrement d'accord avec ça. On en parle beaucoup avec Juliette et Cynthia Raymond, qui est une autre très bonne amie mm, à nous. Euh, mais effectivement, on est convaincu que 20 minutes par jour suffit. Enfin, vaut mieux faire 20 minutes par jour et fractionner ton parcours d'écriture plutôt que. Enfin, il faut avancer tous les jours. bah, en l'occurrence, ça marche très bien. Après, tu vois, maintenant, je le dis toujours avec moins de certitude, Ah ouais, parce que je vois aussi des gens qui ont des fonctionnements différents, tu vois. bien Euh, sûr. mais ce que je remarque malgré ces fonctionnements différents, c'est qu'il y a toujours une régularité. C'est-à-dire que il y a des gens, que ça soit tous les jours, c'est pas tellement important. Par contre, il faut que, par exemple, sur une semaine, il les fait tous les 2 jours, tu vois. Et Ok, donc, d'accord. il y a toujours des cycles de Ainsi que, ouais. régularité. Et en fait, c'est ça qui est... je commence de moins en moins, ou en tout cas, j'en ai très très peu observé, des gens qui sont purement instinctifs dans leur écriture. Au sens où un jour ils se lèvent, enfin voilà, pendant 3 mois ils écrivent pas, puis un jour Ouais. ils sont frappés par la foudre de l'inspiration et ils se mettent à écrire voilà pendant 3 jours. Ça, j'y crois C'est de très moins en moins. Et je d'accord avec pense toi. que quand tu as l'objectif de vouloir écrire un livre, que ce soit pour toi ou pour être lu, en fait, tu es obligé de te placer dans... Enfin, t'es obligé. J'invite les gens à se placer sur, OK, comment j'ai envie de fonctionner et qu'est-ce qui me fait revenir à l'écriture? Qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai envie d'écrire? Tu vois, chez toi, j'ai entendu, bon, bah, la contrainte d'une deadline, le fait d'avoir les recherches, le petit challenge Ah ouais, d'écriture, la tout recherche, c'est vraiment ça. ce qui m'aide. Voilà. Ça, on en reviendra parce que je me rappelle, tu me l'avais dit avant et j'avais envie de t'en parler. Ah ouais. Mais, Je mais suis voilà. d'accord. Je suis d'accord dans ce que tu. Enfin, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais je pense que quand je dis qu'il faut travailler 20 minutes par jour dessus, c'est pas forcément écrire. Tu vois, ça peut être Ouais, ça peut être tout, réfléchir ouais. au sujet, c'est retravailler la Mm. structure, faire des recherches, lire un texte en rapport avec ce que tu es en train d'écrire. Euh, et ce que tu me dis me fait penser à la romantisation du métier de l'écrivain où on a cette image de l'homme en robe de chambre qui écrit à la chandelle. Ah Ça ouais. reste un travail. Enfin, vraiment, faut un travail, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Oui, on a notre idée en tête, mais au bout d'un moment, il faut y aller, il faut faire ses recherches, il faut prendre son texte, il faut l'écrire, il faut corriger ses fautes d'orthographe, enfin, il y a quand même un travail derrière. Et c'est pas juste ah c'est trop chouette, t'écris des textes, etc. Oui, c'est vrai que j'aime ce que je fais. Mais j'aime aussi mon métier de chef d'un centre de formation. Mm. J'aime aussi mon métier de chef d'entreprise. Et, euh, et est-ce qu'on est obligé d'être passionné par notre métier? Non. En tout cas, pour l'écriture, oui. Enfin, il y a plein de métiers que tu fais au quotidien que les gens sont pas forcément passionnés par leur métier. Et sur certains métiers, ça peut s'entendre. Pour l'écriture, bah, tu peux pas écrire si t'es pas passionné de un par ton sujet et de deux par le procédure de l'écriture, la procédure de l'écriture. Et Sinon, moi, c'est horrible, hein. C'est ah ça long. c'est horrible. C'est long. Hein. Bah ouais, du coup, c'est horrible Ouais, de c'est devoir faire un truc que ah ouais. t'aimes pas tous les jours, ouais, c'est clair. Et Parce que... surtout ce qu'on appelle enfin ce que moi j'appelle, mais je crois qu'on est plusieurs, le ventre mou de l'écriture, les 30% à 70%. Le début, t'es toujours trop content, t'as ta Ouais. nouvelle histoire, tu te jettes dedans. La fin, ben t'es content parce que t'arrives à la fin, tu vois le nombre de mots qui correspond à ce que tu veux sur ton manuscrit. Alors le ventre mou, après les 30% où t'es vraiment dans le creux de l'histoire, où justement c'est là il faut trouver quelque chose, il faut un rebondissement, il faut des intrigues Mm. supplémentaires. C'est le moment où les personnages secondaires deviennent importants. Enfin, il y a une architecture aussi une architecture du roman, de l'arc narratif qu'il faut travailler. Moi, j'ai beaucoup aimé l'anatomie du scénario comme guide d'écriture. Mm. J'ai beaucoup aimé ce texte-là. Ouais, Mais ouais, il est ça reste quelque un part travail. derrière, là. Ah, tu l'as aussi? Ouais, Ah oui, je le vois. Au ouais, ouais. milieu, à Il côté est... du rouge, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai en C'est celui-là. français et je l'ai en anglais aussi. Ok, ouais. J'ai- mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est un processus qui, de par sa longueur, oblige à l'aimer quelque part. Et le ventre mou est très vrai parce que moi, tu vois, le parallèle avec le marathon me parle énormément. Moi, Ouais, je trouve ok. que le pire, c'est quand tu as commencé le début, que la motivation s'essouffle, mais que Ah, t'es pas suffisamment proche de la fin pour qu'elle reprenne le truc, tu vois. Et c'est vraiment, à mon sens, dans ce ventre mou-là que c'est le plus important hmm. de, enfin, c'est là, à mon avis, que les plus gros enjeux apparaissent. En tout cas, moi, tu vois, des parcours que j'ai pu accompagner, je remarque toujours que le début, bah, forcément, tu vois, accompagnement, nouvelle clarté, tu vois, tout Ouais. roule, c'est trop bien. À la fin, bah, t'es presque à la fin, donc, voilà, c'est l'émulsion. C'est Et puis, jouissif, ouais. et puis au milieu, t'as tout le moment où, bah tu doutes, il y a plus de Hmm. motivation, puis tu remets tout, et puis t'as le à quoi bon, et puis bref après tous les fameux listes de blocage qu'on peut faire, tu Bien vois. sûr.
Et Et c'est là où le travail devient important. C'est là où c'est bah plus ouais. qu'une passion et c'est un travail et c'est une discipline. Ouais, c'est pour ça que tu vois, je dis toujours, les gens, ils viennent avec leur peur, leur blocage, tout ça, tu vois, c'est normal. La question n'est pas tellement savoir s'ils sont capables de les régler tout seuls en claquant des doigts, mais plus s'ils sont prêts à les traverser, parce que l'écriture va faire sortir tout ça. Quand tu vas apparaître, quand tu vas commencer à être dans ce ventre mou, tu vas te retrouver confronté à tout ce que toi tu peux avoir peur de traverser, tout ce qui peut te coincer, toutes les injonctions avec lesquelles tu as pu grandir. Enfin bref, là, la liste est très longue. Et ouais, c'est là que ça devient effectivement quelque chose sur lequel on doit travailler. Ouais, Exactement. ouais. Ah ouais, je trouve ça hyper intéressant. Mm, Et c'est vrai que après chacun travaille différemment. Je travaille mieux sous la contrainte, mais au travail aussi, hein. mm, Je travaille mieux avec un cadre, mm. même si c'est à moi de le créer. Mais en tout cas, je travaille mieux avec un cadre. Et là, quand mon éditrice me dit, bah, le cahier des charges, c'est ça. Ok, je vais te trouver l'histoire et je vais rentrer dans le cadre. Et pour autant, la collection Voyage Voyage, alors je sais que tu reçois beaucoup de livres ou pas. Je sais pas si tu en as lu certains encore Non, ou pas. le voyage, bah, j'ai le tien du coup là. Voilà, Oui, très beau t'as d'ailleurs. le mien. Ouais. Juliette, t'as pas celui de Juliette? Pas encore, non. Ah là là. Ah là là. Je Il faut corrigerai lire celui ça. de Juliette. Tu corriges. On peut demander on te le fera parvenir. Mais tu as celui, tu as un cahier des charges et pour autant derrière, tu vois que tu as des auteurs. C'est vrai que c'est une collection qui est mise en avant et il y a tout un débat auquel on réfléchit en ce moment. Mais c'est une collection qui est mise en avant. Et les gens, au final, ils s'intéressent plus à l'aspect ville et collection que l'aspect de l'auteur qui est derrière. Par exemple, on va dire, ah bah tiens, j'ai lu celui sur Lisbonne, j'ai lu celui de Palerme, j'ai lu Naples. Mais derrière, ils se rendent pas compte que chacun des romans est en réalité différent de par son traitement de la contrainte. Oui, il y a la même contrainte, bien sûr, mais il y a un traitement différent, de par la plume de l'auteur aussi. Et, euh, et c'est la preuve que tu peux donner le même cahier des charges à 10 personnes différentes et chacun te fera quelque chose de très différent. Et tu C'est clair. as Gérard Collard, libraire, chroniqueur, personne assez influente dans le monde du livre, euh, qui l'a dit, parce qu'au début, il avait beaucoup aimé revoir Palerme de Magali Discours, donc il avait un peu encensé, mis en avant dans sa librairie, etc. Après, il a lu Les Héritiers de Lisbonne, qui est celui-là, Les Héritiers de Lisbonne, du coup, qui est sorti en 2026, toujours dans la même collection. Il l'a mis en avant, mais en fait, Gérard Collard, c'est assez incroyable. Il aime le roman. Moi, je regarde sur sa librairie, il en commande 75 Ouais, pour mettre en avant dans son magasin. C'est quand même 75, c'est beau dans une librairie. ouais, c'est clair. Et cette année, du coup, on lui a envoyé Sous les vagues de Barcelone et Naples. Et il a fait sa chronique à la radio en disant, je comprends pas comment cette collection y arrive, mais chaque roman est très nouveau dans son traitement de la, on n'est plus dans on utilise un carnet pour passer du passé au présent, là où de nombreuses personnes ont fait ça. On essaie de trouver des nouveaux Mm. subterfuges pour pallier cette contrainte. Et lui-même le disait, en fait, c'est incroyable avec cette collection parce que chaque traitement de la contrainte est nouveau. Et là où on pourrait dire que c'est une collection de guides touristiques, mais en fait, pas du tout. Et il y a des vraies plumes derrière. Voilà. Et on était très contents de cette chronique-là qui reconnaissait un peu le Ouais. travail. J'aime bien cette idée de, tu vois, de contraintes qui fixent des règles, mais en fait, c'est justement avec ce quelques cadres que tu t'autorises beaucoup plus de liberté. Ça te donne simplement une direction vers lequel canaliser ta créativité, tu vois. Ça me fait penser J'aime aux bien ça. ateliers d'écriture Bah ouais, qu'on c'est fait très, parce que ouais. c'est très parlant. Donc là, je peux en parler parce que je pense que l'épisode ne sera pas monté pour demain. J'espère pas. Mais en tout cas, Non, effectivement. euh, Je te rassure. je ne te le souhaite pas. Du coup, l'atelier c'est demain et donc à chaque fois vient le moment où on doit trouver une contrainte sur ce sur quoi on va écrire. Bon, on va les faire écrire plutôt. Donc forcément, dans cet atelier, on parle du voyage intérieur et du voyage extérieur. Donc il fallait cherche nous en amont des textes qui parlent du voyage. Alors tu as plusieurs types de voyages bien sûr. Tu as le voyage à proprement parler, tu as le voyage dans le passé, tu as même le voyage dans les émotions. Aujourd'hui, tu penses à Disney avec Vice Versa. Il Hmm. existe aussi la même chose en livre, notamment avec, je pense à Mélodie Angevin et sa saga Psyché qui parle de personnes qui arrivent à se plonger au cœur de leurs émotions. T'as le voyage, moi je prends un extrait d'un, il est là du coup parce que j'ai pas encore fait ma valise. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, c'est un mec qui Hmm. meurt et qui du coup va rencontrer 5 personnes dans l'au-delà, mais ça reste aussi un voyage. Il y a voilà, il y a plein de voyages et du coup on voulait les faire travailler là-dessus. Et donc demain le thème de l'atelier d'écriture, ce sera au travers d'une lettre, parce qu'on veut un format quand même assez court, un peu épistolaire. Il faut écrire un voyage, mais il faut que la dernière phrase de cette lettre
nous fasse tout remettre en question ce qu'on vient de lire précédemment. Hmm. Et on veut pas de et je me suis réveillé. Ouais, ouais. Ça, va, Le fameux. ça c'est hors de question. Que tu te rendes compte que c'est le méchant qui écrit. Enfin, je sais pas. Il faut que la dernière phrase. Et je suis convaincu qu'on va découvrir des choses très très différentes avec tous nos Ouais. participants et que personne va écrire la même chose. Ouais, ouais. Tu sais que ça me fait penser aux cartes postales. Pourquoi? Parce que il y a du coup cette thématique du voyage là, et j'ai un ami qui écrit aussi euh, que je salue s'il passe par là, et qui m'avait toujours raconté que ce qu'il aimait dans les cartes postales, c'est qu'elles sont visibles par tout le monde. C'est-à-dire que quand tu postes une carte postale, n'importe qui peut la Oui, lire, tu vois. c'est vrai. Et tout l'enjeu du message de la carte postale est de justement faire passer un message à la personne à qui tu l'envoies, sans que les personnes qui puissent le lire comprennent vraiment, tu vois. Et je trouve que du coup, tu as cette espèce de double niveau de lecture très poétique que j'ai toujours trouvé très, très, très amusant, tu vois, dans ces Très mécaniques-là. drôle. Ouais, C'est très vrai. ouais. C'est très vrai. Quand je suis parti vivre à Londres, j'écrivais toutes les semaines à ma meilleure amie qui était restée à Marseille. Et c'était dans des enveloppes, pas dans des cartes postales pour le coup. Mais à chaque fois, je mettais des petits dessins derrière. Et des fois, enfin, j'avais 18 ans, hein, donc des fois, je faisais des dessins ridicules, tout ce qu'on peut imaginer qu'un garçon de 18 ans peut faire sur une enveloppe. Et à chaque fois, je mettais un petit PS, coucou le facteur. Voilà, c'est tout. Mais oui, Bah, tu as c'est raison, exactement ça. il y a quelqu'un qui peut le lire s'il le veut. Après, ça fera penser à la censure. Ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, bien sûr, où bah, en fait le courrier était censuré. Enfin, Tu vois, et là, tu peux faire des beaux liens. Tu vois, comment ils faisaient passer les messages à ce moment-là. Est-ce que, tu vois, tout ça, en fait, ouais, c'est tellement, tu vois, juste en partant d'un truc, tu peux tout de suite, pop, 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 pop. Puis ça fait de c'est magnifiques incroyable, hein, histoires. Ouais, c'est fou. l'imaginaire. C'est fou, tu peux passer, enfin, moi, je pourrais passer ma vie à faire ça, franchement, c'est trop cool. C'est incroyable. Ouais. Et je Ah, reboucle sur ce qu'était, quand tu parlais de Barcelone. Moi, c'est marrant parce que je la vois. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur. ouais. En fait, je trouve qu'il y a comme une espèce de presque bipolarité chez Barcelone. Tu vois, t'as cette espèce Mhm. de ville chargée d'histoire, où il y a tellement de choses à voir, tellement de choses historiques à découvrir. Et puis t'as cet aspect très festif. Effectivement, t'as toujours des gens qui font la fête, qui dansent dans la rue. Euh, et tu vois, c'est marrant comme deux choses qui peuvent paraître totalement euh, séparées arrivent à cohabiter et à faire une unité, quoi. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'y suis allé une fois avec mes parents. Et donc là, tu vois, ok, on découvre la Sagrada, tout le Visite, travail ouais. de Gaudi, etc., etc. Et puis j'y suis retourné avec mes potes, on sortait d'école d'ingé, et bon, la seule chose qu'on a visité, c'est le Razmataz, tu vois, parce qu'on était là, Bien il sûr. paraît que c'est une des plus grandes boîtes d'Europe. Bon, bah voilà, tu vois. Et tu vois deux choses totalement différentes, et pourtant c'est la même ville. Et je trouve ça fascinant. Et c'est marrant parce que je la vois pas encore totalement, tu vois, moi. Autant il y a certaines villes, tu vois, j'ai une espèce d'image précise, Mhm. et Barcelone, j'ai l'impression C'est fou. qu'elle s'autorise euh, à être euh, à être elle-même, mais de plein de manières différentes, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc comme ça C'est très qui me vrai. fait. Enfin, Ouais. ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que dans l'écriture, je me suis bien rendu compte de cette bipolarité, de ce contraste. Mm. Et j'ai décidé de le traiter de manière à ce que le présent, Bianca qui vient à Barcelone pour faire des recherches, etc., soit très festif. Et dans le Mm. présent, il y a de la danse, il y a la mère qui a une école de flamenco, on va manger des tapas sur des rooftops, on va dans le quartier qui a été construit pour l'Olympique, là, après, en 92, près de la mer, etc. Il y a une Barcelone très vibrante, alors que dans le passé, en 1901, là où il y a la Révolution, etc., j'ai voulu quelque chose de très sombre. C'est sale, c'est poussiéreux, c'est en train de se construire, et c'est surtout un Barcelone qui a inspiré. Je ne sais pas si tu avais lu les livres de Carlos Ruiz Zafón. Je ne sais jamais le prononcer, mais Carlos Ruiz Zafón, Ça me le dit rien. cimetière des livres oubliés. Il a fait 3 livres qui se passent à Barcelone entre 1900 et 1930, que j'ai relus du coup justement pour mes recherches. Et c'est un Barcelone très sombre, très brumeux, très, très crasseux, poisseux presque. Et en fait, bah, c'est vrai que c'est le début de Barcelone à ce moment-là, tout est en chantier. Au début du Mm. XXe siècle, bah, il y a le plan Cerda qui est en train de se mettre en place, il y a tous les parcs qui sont en train de se construire. Enfin voilà, la ville est en train de s'étendre. On part du quartier gothique et on essaie de l'étendre, mais tout est en chantier, tout est poussiéreux, c'est assez parlant. Et donc du coup, j'ai un vrai contraste entre le passé et le présent qui reflète un petit peu cette bipolarité, comme tu le disais. Mm.
Ça, c'est cool. Je suis content de voir que tu l'as capté aussi parce que tu vois, ça, quelque part, quand tu réfléchis, tu te dis, attends, mais c'est bizarre quand même que j'ai l'impression de voir deux villes. Et effectivement, tu vois, Paris Non. me fait pas cet effet. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses à Paris, mais il y a Ouais. moins, quelque part, cette espèce de cassure entre les deux. Je Ah, suis c'est hyper d'accord. Mais tu vois, je intéressant. devrais écrire sur Paris, je saurais pas faire. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. J'ai pas Ah de. putain, je serais... Alors là, pour le coup, tu vois, là, tu me dis ça. Là, il faudrait faire un gros travail d'intention parce que j'ai l'impression que je pourrais partir dans tous les sens, quoi. Tu peux Ouais. partir de tellement de points, tellement de choses à raconter à Paris. C'est fou. Après, j'ai ma grand-mère qui était prof d'histoire Ok. et donc et puis qui habitait en région parisienne. Donc, tu vois, on est beaucoup allé au Louvre avec elle et puis elle te raconte plein de choses et donc ça te donne une matière. Enfin, puis à chaque fois qu'elle passe dans des rues, elle peut te raconter des trucs et en fait c'est infini quoi. Et chaque morceau pourrait être une histoire entière. Ouais, c'est C'est vrai. c'est fantastique. Ouais. C'est facile. Et, Et là, et- j'écris sur Prague pour ouais, l'année prochaine. Et c'est la première fois que j'écris sur une ville que je connais pas. ok, ok. Qu'est-ce que t'en Mais là, penses? c'est Qu'est-ce que l'histoire. ça change entre écrire sur ce que tu connais, et ce que tu connais pas? Ben, je pense que autant Barcelone, elle est très mise en avant, mais après, c'est ce que je voulais. Barcelone, ce que je voulais, c'était parler de l'architecture de Ouais, Barcelone. Prague, c'est très différent. Je raconte une histoire d'amour entre une américaine en 1967 qui vient pour faire un semestre universitaire à Prague parce qu'elle étudie le slave et le tchèque. Et donc elle vient faire un semestre universitaire. Sauf que Prague à ce moment-là est sous la coupe du communisme mm, et vient le printemps de Prague où les chars enfin voilà, il y a une période un peu d'euphorie où on se sépare du communisme et en 1968 les chars soviétiques reviennent et disent non non mais on revient au vrai communisme. Il y a une vraie cassure, une guerre civile. Et en fait mon histoire c'est d'abord je vais raconter une histoire d'amour. D'abord je vais raconter une histoire d'amour qui par la force politique et la force des événements va devoir être rompue. Ça c'était mon point de départ. mm, Et, euh, et du coup, je l'ai créé à Prague. Mais pour l'instant, Prague a pas du tout la place que les villes peuvent avoir dans la collection. Donc, c'est un très beau paysage, c'est un très bel arrière-plan. Mais j'ai pas encore toutes les anecdotes croustillantes. J'ai pas encore le goût des pâtisseries. J'ai pas encore ce qui va te faire au final voyager par le goût, par l'odeur, par le toucher. J'ai l'histoire. Et Prague viendra après, parce que du coup, forcément, j'y vais. Là, j'y vais en août pour compléter, pour argumenter tous mes détails, quoi. mm. Donc tu sauras quand tu verras Ouais. une story sur Instagram en août que en fait c'est pas juste des vacances, c'est du C'est travail. c'est aussi du travail. Que Ouais. je passe pas en note de frais, mais ça reste du travail. Ah là là. Ouais, non, c'est à la fois, tu vois, je, en fait, ça dépend de plein de choses, mais il y a un côté, ça peut être aussi plus facile parce que t'es pas parasité parce que tout ce que représente la ville pour toi. Oui, À la fois, ce qu'elle représente, ça peut être une matière à exploiter, et parfois, bah, c'est tout le fameux truc entre ce qui est pour toi et ce qui est pour les autres, tu vois. Ça peut aussi parasiter un peu tout ça. Donc, ouais, belle expérience de tenter une ville que tu une connais ville pas. qu'on connaît pas. Ouais, Et, ouais, je pense aussi. et pour boucler sur Barcelone, la fameuse question que j'aime bien poser, que t'as pas du coup encore entendu la Pas réponse sur de Juliette, Juliette. mais quelque chose d'insolite, tu vois, autour de ce livre, de sa création, de ce que t'as pu mettre, de ce que t'as pu découvrir dans tes recherches. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça, et je te pose la question juste après aussi. J'y repense. sur, sur les recherches, Ouais. quelque chose d'insolite sur le livre. C'est fou parce que j'ai l'impression que tout le processus d'écriture en lui-même est insolite. Moi, j'ai Un peu comme la ville. un peu comme la ville, Mm. mais c'est vrai que moi, j'ai une particularité en tant qu'écrivain, c'est que je déteste écrire. Voilà, la phase d'écriture, c'est pas que je déteste ça, mais c'est là où pour moi la partie discipline et travail entre en compte. Ouais. Le premier jet, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, c'est bourré de doutes du début à la fin. Je suis très architecte dans ma manière de construire un livre. Je pense d'abord à la structure, j'ai mon plan scène par scène, etc. Et vient la phase où bah, je dois écrire mot pour mot, etc. Et cette partie-là m'agace. Alors que une fois que mon premier jet est là, c'est là que je m'amuse, vraiment. Je vais changer l'ordre des choses, je vais retravailler la psychologie des personnages, je vais rajouter plein de trucs. Moi, j'ai l'habitude de dire que créer du sable, ça me plaît pas, mais une fois que j'ai le sable, le transformer en château de sable, ça m'amuse. Mm. Et la partie d'écrire purement de la matière, faire du sable, ça me plaît pas. Une fois qu'il est là, ça me plaît. Et, euh, et pour Barcelone,
la tendance a un peu inversé parce que j'ai pris pas mal de plaisir à écrire le premier jet. Et d'ailleurs, il y a très peu de différence entre mon premier jet et la version publiée. Sur ce texte-là, ça s'est vu visiblement parce qu'il y a très peu de retravail et il y a juste un chapitre qui a été rajouté de par une conversation assez intéressante avec Virginie, mon éditrice. Euh, mais sur la plus insolite que ça, euh, je suis très content d'avoir été retourné là, vraiment le côté présent et un peu d'allégresse, un peu de douceur, un peu de laisser vivre parce que du coup, quand on y est retourné en octobre, c'était nos premières vacances sans notre enfant. Hmm. Parce que du coup on a un fils qui a 2 ans maintenant. Et quand on y est retourné, on avait laissé l'enfant aux grands-parents. Et du coup, le côté présent, il est plein de rooftop, de soirées dans les bars, de tapas, etc. Parce qu'on a pu aussi, peut-être que si on avait été avec notre enfant, au final, j'aurais rajouté un enfant dans le roman Ah, et peut-être, ouais. on aurait eu un Barcelone différent. Mais il est un peu plus festif que parce au moment où je l'ai fini, il y avait cette partie festive aussi de vacances sans enfant. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Et c'est marrant, ça, tu vois, tu parlais de tagline tout à l'heure, le fait que tu détestes écrire, ça serait marrant aussi. Là, ouais, Euh, c'est quoi que tu apprécies particulièrement dans la phase de, les recherches, t'en as parlé un petit peu, mais dans la phase de réécriture ouais. surtout, tu vois? Moi, j'adore apprendre. Moi, je pense que Hmm. vraiment, j'adore apprendre, et même dans mon travail, donc je suis chef d'entreprise d'un centre de formation, euh, j'adore apprendre, et souvent, je connais plein de choses, enfin, j'ai plein de sujets sur lesquels je touche à tout. Je connais les RH, je connais la comptabilité, je connais du commerce, je connais du marketing, je connais plein de choses sur les formations qu'on fait. On vend 32 diplômes et 32 programmes de formation aujourd'hui. Et j'ai pour habitude de dire que quand je lis un cours, si moi j'apprends rien, c'est Hmm. prétentieux de dire ça, mais c'est que c'est nul. Tu vois, expliquer en comptabilité que ça c'est débit, ça c'est crédit, bon, d'accord, ça n'importe qui peut te l'apprendre. Tu vas sur Google, tu l'as. Hmm. Tu demandes à une IA, tu l'as. Il me faut que j'ai quelque chose en plus. Il faut que j'apprenne quelque chose en plus. Il me faut que le formateur me raconte une anecdote, qui me parle d'un vécu, qui me parle de... Voilà, on forme des formateurs pour adultes. Alors c'est bien quand tu formes un formateur, tu lui expliques c'est quoi une compétence, qu'est-ce qu'il y a dans une compétence, comment on crée un objectif de formation. Hmm. Euh, D'accord, mais il me faut qu'il me raconte quelque chose, qu'il me faut qu'il me fasse vivre sa matière avec une anecdote personnelle, avec quelque chose que j'apprenne. J'adore apprendre et je pense que dans l'écriture aussi, et ça se ressent surtout dans la phase de recherche, euh, parce que oui, on connaît Barcelone, oui, je connais plein de choses, mais il faut que je découvre la ville et que je connaisse des anecdotes. Si moi-même j'arrive pas à donner des anecdotes à mes lecteurs, des vrais trucs un peu authentiques, bah j'ai l'impression d'être passé à côté. Et donc dans Hmm. la phase de recherche, c'est le moment où j'apprends, c'est le moment où je vais venir chercher ces anecdotes-là. Euh, qui, qui, qui vont venir rajouter de l'authenticité dans le texte. Et moi, j'aime beaucoup la phase de recherche parce que j'aime beaucoup apprendre des choses. J'ai souvent, en référence au dîner de con, j'ai souvent envie de dire, vous m'invitez un mercredi soir sur n'importe quel sujet, je peux vous raconter des anecdotes Ouais. toute la soirée. Là, tu m'invites sur Prague, je peux te parler de Prague alors que j'ai jamais mis un pied. Hmm. Tiens, il y a plein d'anecdotes à Prague où il y a un parlementaire assez célèbre qui un jour était en pleine audience et a eu peur, enfin, s'est laissé littéralement a laissé sa vessie exploser et il est mort comme ça C'est parce horrible. c'est horrible, c'est horrible. Et du coup maintenant dans le langage populaire à Prague, pour dire qu'on va aux toilettes, on utilise le nom de cette personne en disant bah, je veux pas faire comme lui, donc je quitte la table. Ça veut dire je vais aux toilettes. Putain, c'est la manière, tu sais, on se demande toujours, ok, Élégante. qu'est-ce que les gens retiendront de moi? Bon, dommage. Voilà. On n'a pas tous. Quel est l'héritage qu'on laisse? Ouais. Celui-là. Ils sont très mauvais dans leur vin. Prague, tu y vas surtout pour boire des bières. Et du coup, quand tu demandes c'est quoi votre meilleur vin à un serveur, la réponse la plus courante à Prague, c'est une bière. Hmm. Pour vraiment dire que leur vin est mauvais. Enfin, t'as plein de choses que tu auras, enfin, t'as plein de détails comme ça, d'anecdotes qu'il faut creuser. Et moi, j'aime apprendre ces trucs-là, j'aime apprendre ces détails-là. Et pareil sur Incroyable. l'histoire, sur le plan de 67-68, sur le communisme. Finalement, ça m'a amené, ces recherches m'ont mené à la Seconde Guerre mondiale, parce que le communisme qui est arrivé juste après, bah, il s'est construit sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je suis dans toutes les histoires pareil, je suis allé voir mon libraire et je lui ai demandé un livre. Il m'a passé un livre qui s'appelle Mendelssohn. Non. Et sur le toit. Mendelssohn est sur le toit. Mendelssohn est sur le toit. Mendelssohn, c'est un compositeur juif, forcément de Prague, qui a fait des musiques que tout le monde connaît aujourd'hui, mais que c'est de la musique classique et on s'en rend pas très bien compte. Et Mendelssohn est sur le toit, ça raconte l'histoire d'un SS
qui Hitler a demandé d'aller retirer la statue de Mendelssohn parce que il veut pas que sur l'Opéra de Prague il y ait un juif. Et donc c'est ce SS qui monte la nuit et qui il sait pas à quoi ça ressemble en fait un juif. Il y a 25 statues, tu me demandes de retirer le juif. Alors par cliché, il cherche celui qui a le nez crochu et puis il se rend compte que non. Et du coup il retire la mauvaise statue. Ah, putain. Et derrière, t'as toute une histoire qui part de ça. Après, t'as forcément beaucoup de déportations, etc. Mais j'aime énormément cette phase de recherche où ça me nourrit avant de pouvoir restituer et de filtrer. J'ai l'impression d'être un entonnoir où je prends plein de choses, je me nourris de plein de trucs, et à la fin, je restitue ce qui me semble moi essentiel au travers de petits détails sensoriels, de petites anecdotes et de petites histoires, quoi. J'adore ce partage sur l'apprentissage que tu fais. Déjà, ça fait un beau parallèle, tu vois, entre le métier que t'as et puis ce que tu retrouves aussi toi dans l'écriture. Et surtout, c'est que moi, je trouve quand même que quoi qu'on fasse dans la vie, avoir cette curiosité d'apprentissage, elle est importante parce qu'en fait, c'est ça qui perpétuellement te fait avancer, tu vois, ou progresser, ou bref, utilisons le mot qu'on veut, mais quand tu commences à être pétri de certitude, quelque part c'est là que tu commences que tout s'étiole un petit peu quoi. Et je trouve que t'entendre le partager, ça permet aussi de relativiser sur nos propres doutes. Quand évidemment qui dit apprentissage dit on se pose des questions, on dit qu'on peut avoir des doutes, etc., etc. Bien sûr. Et ça arrive aussi en écriture, et c'est pour ça aussi qu'à la fin ça devient cool parce que on apprend en fait, ouais. Donc j'aime beaucoup ce partage que tu fais sur l'apprentissage. C'est beau ce parallèle final sur l'écriture, c'est aussi un apprentissage. C'est vrai. Ouais, tu vois, parce que en fait, ça rejoint un peu tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour de l'écrivain qui serait frappé par l'inspiration, qui doute jamais, qui fit son premier jet puis qu'il est parfait et que c'est un best-seller, tu vois. C'est pas ça l'écriture. La réalité, c'est que c'est pas ça. Il y en a peut-être comme ça qui sont comme ça et il y en a, voilà. Mais la réalité, c'est très très loin de la réalité en fait. Et donc voilà, j'aime bien tous ces partages parce que c'est justement ça met ça en valeur. Comment t'aimerais conclure cet échange? Je pense que c'est une très belle manière de me définir et de conclure là-dessus, de parler, enfin vraiment ce parallèle entre l'apprentissage, l'écriture, la formation, c'est mon métier, l'apprentissage, transmettre, c'est mon métier aussi, et se rendre compte que oui, en fait, en tant qu'écrivain, t'apprends toujours, tu découvres toujours, que ce soit sur le style, sur la forme, et puis il y a une adaptabilité constante, parce que on écrit aussi pour un marché, il faut arrêter de se leurrer, le marché évolue, le marché change, et du coup, il faut aussi adapter vers quoi ça fonctionne, je pense en tout cas. Tu vois, tu pourrais écrire, j'adore écrire comme au Moyen-Âge, vas-y, écris dans un français médiéval, mais ça ne sera pas lu. Donc ça dépend de la finalité aussi. Exactement. Il faut s'adapter au marché, il faut vraiment apprendre en permanence. Et maintenant, voilà, on en parlait tout à l'heure, il faut apprendre à utiliser les outils d'IA parce que on va passer par là. Tu peux plus avoir un manuscrit bourré d'incohérences. Tu vois, moi hier soir, j'ai envoyé mon texte. Je voulais tester quelque chose et j'envoie mon texte et je lui demande c'est quoi les incohérences de ce texte-là. Et il me relève 3 incohérences en me disant là tu peux pas dire que lui il est né là alors qu'en dans ce passage-là il n'existe pas encore. Là elle est enceinte. Alors lui me dit là elle est enceinte mais elle fume. Genre oui je sais mais c'est parce qu'en 1967 on s'en foutait. Voilà donc après t'as aussi à toi de juger. Et je trouve ça bien. Il dit voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il va relever plein de trucs et après c'est comme des commentaires éditoriaux ou des commentaires de bêta lecture. Tu restes l'auteur et aligné avec la première intention, vendre pour toi. Enfin voilà, chacun son truc. Mais à la fin, tu restes l'auteur et t'intègres ce que tu veux intégrer, tu vois. Mais ouais, c'est effectivement Il y avait un truc sur la concordance des temps aussi où il me dit t'as une partie de ton roman qui est au présent et une partie qui est au passé. Je sais, j'ai changé d'avis en cours de route. Je le sais. Merci de le signaler. Il n'y a rien de plus. J'ai changé d'avis pour le point de vue narratif, donc finalement j'écris à la première personne et pas à la troisième, et j'ai changé d'avis pour le passé présent. Ça, c'est... oui, t'as tout changé du coup, effectivement la cohérence. Demande-moi si j'aime écrire mes premiers jets, la réponse est bien sûr que non. Je déteste ça, j'ai plein de doutes. Mais au moins je suis content du produit final, c'est toujours ça qui est intéressant. Ouais. Tu vois, j'aime bien cette conclusion. C'est le premier jet, c'est pas toujours la partie la plus agréable, mais voilà, ça fait partie du processus et on apprend à l'apprécier, tu vois. En l'occurrence, par l'apprentissage que t'en tires, tu vois, c'est ça aussi qui est beau. C'est que t'arrives à apprécier quelque chose que tu détestes, tu vois, dans le fond. C'est vrai.
Alors, Et je te remercie au passage, du coup, pour conclure là-dessus, je te remercie pour cette invitation. C'était très avec sympa. grand plaisir, Gabriel. C'était trop cool et très inspirant. Merci beaucoup. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.